Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédérique Van Rissel. Elle vit à Grigny, dans la région lyonnaise. Nous nous sommes rencontrés sur un réseau social professionnel. Le parcours de Frédérique est incroyable. Elle s'est d'abord formée en sciences du langage pour devenir ingénieure en phonétique, puis à différentes approches thérapeutiques, dont l'énéagramme et la maïeusthésie, pour exercer en tant que psychopraticienne. Spécialisée dans la voix parlée, elle accompagne désormais les entrepreneurs à prendre la parole en public, à parler de leur activité et de leurs offres en toute confiance. Nous allons découvrir son histoire, la particularité de son approche, ses projets et ses engagements. Je ne vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement et immiscez-vous dans notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Frédérique. Bonjour Katia. Comment vas-tu? Bien. Merci pour cette invitation. Merci à toi d'y avoir répondu positivement. Alors pour ceux qui nous écoutent, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors comme tu l'as dit, je suis ingénieure en phonétique, spécialisée dans la voix parlée et j'accompagne principalement les entrepreneurs à se sentir à l'aise à l'oral pour présenter leur activité, parler de leurs offres et surtout se rendre enfin visibles, notamment sur les réseaux. Tout un programme Oui, qui porte un nom, Voxpreneur. Voxpreneur. On y reviendra. Tu avais tiqué sur la voix parlée, mais parce que tu m'avais dit qu'en fait, c'était pour faire la différence avec la voix chantée, c'était bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Souvent, en fait, dans mon milieu, quand on fait de la phonétique, on fait vraiment la distinction entre voix parlée, voix chantée. C'est pas du tout les mêmes techniques. Donc, du coup, je m'adresse pas au même public. On repart au début. Est-ce que tu nous racontes ton parcours pour arriver à être ingénieur en phonétique? Par quoi est-ce que tu es passé? Dis-nous tout, d'où tu viens, ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Ouais, alors, comment je suis arrivée dans la voix, en fait, c'est ça? Ouais, pourquoi la voix? Mais là, il y a trop de questions. Ah ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, quand j'étais petite, je parlais beaucoup. J'étais un bébé qui babillait beaucoup. Et donc, j'étais très sociable. Je baragouinais énormément et personne me comprenait parce que j'étais un de ces enfants qui faisait beaucoup d'otites à répétition. Et j'avais beaucoup de problèmes au niveau des oreilles. Tu sais, j'ai eu les yo-yo, les tympans percés, enfin, tous ces trucs-là qu'on fait aux petits. Et du coup, comme j'entendais mal, je parlais mal et les gens me comprenaient pas. Donc, j'allais vers les gens, mais personne me comprenait. J'ai dû faire plusieurs séances d'orthophonie, ça a dû durer plusieurs années, mais j'ai aucun souvenir de ce truc-là. La seule chose que je sais, c'est qu'à peine j'ai commencé à être compréhensible en français, bah, mes parents ont déménagé, on est parti vivre aux États-Unis, et là, bah, patatras, double choc, en fait, c'est-à-dire que, bah, je me retrouve dans un nouveau pays où, ce coup-ci, on me comprend toujours pas. Je suis toujours aussi seule, et je dois apprendre une langue étrangère, comme ça, parachuté. Donc, au niveau de la voix, je suppose que ça a dû me sensibiliser parce que j'étais toujours incomprise, en fait. Quel âge tu as eu à ce moment-là quand tu es partie aux États-Unis? J'avais 8 ans et demi, de 8 ans et demi à 12 ans. Et ce qui est marrant, c'est que mon frère a 14 mois de moins que moi. Donc, on va dire à un an d'écart. Lui, il a appris l'anglais en 2 mois.
il était fluent et moi, il m'a fallu 4 mois. Il y avait 2 mois d'écart entre lui et moi. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, dans ma façon de faire dans cette deuxième langue, là, autant la première fois, j'étais très bavarde et là, en fait, cette deuxième fois, j'étais très muette. J'ai refusé de parler pendant 4 mois jusqu'à ce que je fasse toutes les connexions dans ma tête. Et là, ça y est, quand c'était fluide, je me suis mise à parler. Et pendant 4 mois, tu m'as pas entendu, en fait. Mais pas un mot? Muette, muette? Oui, je parlais vraiment pas beaucoup. Le minimum? Ouais, le minimum syndical, j'étais vraiment traumatisée. Le fait que, voilà, j'étais dans une école américaine, il y avait pas un seul Français autour, personne ne me comprenait. C'est un peu dur. Après, si tu veux, en tant qu'adulte, ça m'a apporté beaucoup. Mais en tant qu'enfant, ça a été dur à vivre. Comment c'était vécu par tes parents? Enfin, est-ce qu'ils se rendaient compte de la difficulté que tu avais toi aussi à ce moment-là? Oui, je pense que c'était assez perceptible. Je sais que à l'époque, je mangeais pas beaucoup, je refusais la culture, je voulais rentrer en France. Vraiment, j'étais pas bien dans ma peau. Donc oui, ça c'était assez clair en fait. J'étais suivie de très très près parce que disait votre fille, si ça continue comme ça, va falloir va falloir faire quelque chose. Donc ouais, ils étaient au courant quand même. Mais bon, après le truc c'est que nous on est parti le 7 janvier 1991. Juste au moment de la guerre du Golfe. Et en fait, même si on avait voulu rentrer, c'était impossible. On était vraiment coupés du monde. C'était impossible pour nous de rentrer en France, même si on l'avait voulu. Et ça, quand t'as 8 ans, tu comprends pas, en fait. On t'explique pas ça. Et quel a été le déclic pour toi alors à ce moment-là? Bah, aux États-Unis, je dirais que c'était plutôt une histoire de survie. L'idée, c'est que, bah, t'as besoin, enfin, on est des êtres sociaux, on a besoin de communiquer autour de soi. Et du coup, bah, t'es obligé d'apprendre rapidement, en fait, la langue locale pour commencer à avoir des amis, commencer à t'intégrer, en fait. Voilà, pour s'intégrer, t'es obligé d'apprendre à parler tout simplement. Donc, ouais, j'ai dû faire de gros efforts à ce niveau-là. Et je pense que c'est ça que ça m'a appris, en fait. C'est comment faire pour arriver à s'intégrer, à s'adapter dans n'importe quelle situation, même quand il y a la barrière de la langue. Et du coup, bon, tu apprends à communiquer avec beaucoup de la gestuelle, le sourire, ce côté, cette énergie que tu dégages, tu es beaucoup plus avenant. Il y a quelque chose qui fait que après coup, quand je suis rentrée en France, les étrangers s'y trompent pas. Je me souviens, après, quand je suis rentrée, j'étais à la fac, justement, t'as 80 personnes dans l'amphi et les pauvres étrangers qui étaient complètement paumés, ils regardaient autour d'eux et puis pouf, ils venaient me poser leurs questions, en fait. Et donc, je suppose qu'on dégage quelque chose de, ouais, j'ai connu la même situation que vous. Entre expatriés, on se reconnaît. Il y a une vibration qui est différente. Quelle adolescence tu as eue? Parce que tu étais donc aux États-Unis jusqu'à l'âge de 12 ans, tu dis, et tu es revenu en France ensuite? Ouais. Alors du coup, le retour en France a été très difficile. Ce qui est compliqué quand t'as été expatrié comme ça, c'est que toi, bah, t'es français et quand t'arrives là-bas, tu es l'étrangère, donc toi, t'es bien française. Donc aux États-Unis, t'es l'étrangère et quand tu rentres en France, tu deviens l'américaine alors que non, t'es toujours française, mais tu n'es pas reconnue comme française auprès des autres Français parce que t'as un accent qui est différent, parce que t'as des expressions qui sont différentes. À l'école, 4 ans, c'est énorme. Enfin, 4 ans d'absence, c'est énorme. Les expressions à cet âge-là, je rentre, j'ai 12 ans, donc du coup, c'est pas le même vocabulaire que quand on a 8. Et ouais, on arrive, par exemple, je me souviens, c'est un peu méchant parce qu'en plus, à cet âge-là, ils sont un peu méchants, les enfants. Mais tu sais, je me souviens d'un garçon qui avait dit, ouais, cette espèce de thon. Et moi, je comprenais pas ce que c'était qu'un thon. Ou alors, il parlait de, ouais, je me suis pris un râteau. Mais pareil, un râteau, si tu veux, franco-français, ça veut rien dire. Enfin, tu sais, moi, C'est un outil de jardinage, quoi. ben ouais, c'est clair. Et du coup, je ne voyais pas le lien. Et puis, tu sentais bien que tu pouvais pas poser la question de dire, mais ça veut dire quoi, là, ce qu'il a dit? Parce que tu sentais que c'était pas gentil, mais que si tu posais la question, tu allais vraiment passer pour un con. Et ça, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui fait que quand tu arrives, quand tu rentres, il faut acquérir un nouveau vocabulaire et c'est compliqué parce que t'as pas les codes, en fait. Voilà, que t'as pas les codes. Et c'est intéressant parce que tu as été amené à analyser les codes du langage. Ouais. Et oui, c'est pour ça que je vous réponds à ta question de départ, comment j'y suis venue à la voix. C'est-à-dire que vraiment inconsciemment, il y a un peu tout qui me drive vers ça, tout mon parcours qui m'y amène, mais sans que je fasse le lien au départ, en fait. Si tu veux, moi, à la base, j'ai atterri en sciences du langage parce que, justement, quand j'arrive en France, je finis par être au bac, au lycée, je suis à 15 jours de passer le bac. Et là, la prof de lettres, elle nous sort comme ça, tu sais, genre pour se détendre avant de passer les épreuves. Ah, au fait, il existe une filière qui s'appelle sciences du langage. Ça permet, entre autres, de préparer le concours de l'UFM, le concours d'orthophonie ou de faire de la synthèse et de la reconnaissance vocale. Et là, je dis, what? Attends, on peut faire la synthèse et de la reconnaissance vocale à la fac? Mais pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça à 15 jours du bac?
Alors que les inscriptions, c'est en février, tu vois. Donc là, les dés sont déjà joués, ils attendent plus que les résultats du bac et ça y est, tu t'en vas. Moi, j'étais déjà inscrite dans une école de commerce, ils attendaient les résultats, puis je partais. Et je me suis dit, mais pourquoi elle a pas dit ça avant? Parce que moi, c'est clair, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais je veux faire ça. Je veux faire de la synthèse et de la reconnaissance vocale. Si j'avais su, là, il y avait rien qui m'arrêtait, je m'inscrivais là et on n'en parlait plus, tu vois. Mais là, j'étais ailleurs, en fait, j'étais engagée ailleurs. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette idée justement de pouvoir faire la reconnaissance vocale et la synthèse? Tu en avais déjà entendu parler, tu l'avais déjà expérimenté? Non, c'est vraiment ce que j'appelle un appel pour le coup. Toi, je sais pas pourquoi, je savais pas ce que c'était. La phonétique, personne sait ce que c'est, à part des petits symboles dans un dictionnaire. Enfin, je veux dire, faut être un petit peu bizarre pour s'intéresser à ça, tu vois. Franchement, je pourrais pas te dire pourquoi j'ai été attirée par ça, mais quand elle a dit synthèse et reconnaissance vocale, j'ai su que c'était là que je voulais aller, tout de suite. Sauf que j'étais pas encore inscrite là. Donc tu es partie en école de commerce. Partie en école de commerce, j'étais très malheureuse parce que ça correspondait pas du tout à mes valeurs. Et ouais, non, j'étais très malheureuse. Parce qu'en plus, ça, c'était une école de commerce multilingue. Moi, j'avais pris multilingue. Et puis, toi, d'arriver au début, on te dit oui, vous arrivez, vous parlez deux langues, vous repartez, vous allez en parler plusieurs. Ok, très bien. Et donc, moi, j'ai pris ça au pied de la lettre et je voulais faire espagnol LV3 parce que moi, si tu veux, quand j'étais aux États-Unis, on était dans des très petites écoles. Donc, quand j'étais en sixième, on était 13 en classe. Donc, si tu veux, t'as pas le choix de ta LV1 ou de ta LV2. Tu es obligé de prendre la langue qui est imposée. Là, c'était espagnol quand j'étais aux États-Unis parce que, bah, comme j'habitais en Californie, t'as le Mexique qui est juste à côté. Donc, c'est logique d'apprendre l'espagnol. Quand je suis rentrée en France, il n'y avait pas espagnol LV1. C'était soit anglais, soit allemand. Comme moi, je suis rentrée en cinquième, je pouvais pas m'inscrire en allemand parce que j'avais jamais fait d'allemand. Et du coup, en anglais, bah, t'arrives, c'est comme si c'était ta langue maternelle, c'est ma deuxième langue maternelle. Donc, si tu veux, ça avait pas vraiment de sens, tu vois. Et du coup, bah, mes parents m'ont dit, bah, ta LB2, ce sera allemand. Et j'étais très malheureuse parce qu'allemand, ça me plaisait pas du tout. Moi, je voulais reprendre l'espagnol que j'avais commencé aux États-Unis. Et donc, quand j'arrive dans cette école de commerce, je dis, OK, super, je vais pouvoir enfin faire de l'espagnol. Et après, en dehors de cette grande messe d'accueil, tu sais, de bienvenue, on te dit oui, il va falloir développer les langues. Quand je dis OK, quand est-ce qu'on fait la LV3? Ah, mais non, mais en fait, on fait pas. Je comprends pas. Vous avez dit qu'il fallait qu'on reparte avec trois langues. Moi, je suis chaude patate, tu vois, mais je veux apprendre ma troisième langue. Je veux apprendre l'espagnol. Et en fait, enfin, c'était pas possible. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu fait des pieds et des mains et puis j'ai obtenu l'ouverture de la classe de langue en espagnol. Donc, j'étais très fière de moi d'avoir imposé ce truc. Donc là, les langues, c'est quand même un truc qui me plaît beaucoup. Enfin, ça, j'ai fait ça de mon école. Et puis après l'école, moi, ce qui me plaisait pas trop, c'est que moi, si tu veux, j'avais entendu ressources humaines, mais c'était vraiment plus dans la gestion des ressources et pas tellement des humains. Et du coup, ça correspondait pas trop à qui j'étais. Tu te destinais à quoi en allant dans ton école de commerce? Tu imaginais pouvoir faire quoi ensuite? Alors moi, si tu veux, mon rêve, mon rêve, comme j'avais vécu aux États-Unis, je voulais parler anglais dans mon métier et je m'étais dit, je voudrais faire du droit international. Et moi, mon rêve, c'était d'aller à la fac et de faire du droit. Et puis mon père, il a dit hors de question que tu ailles à la fac, parce que lui, il avait fait la fac et quand il y était, il faisait pas grand-chose. Donc il a extrapolé en disant à la fac, c'est des branleurs, un peu extrême, mais bon. Donc hors de question que tu y ailles, sauf si tu es trop mauvaise pour réussir un concours. Dans ces cas-là, tu pourras y aller, mais sinon, si tu réussis un concours, tu iras dans une école. Et du coup, bah, j'ai passé un concours. Et tu sais, comme j'avais pas de pression, parce que moi, mon objectif, c'était d'aller à la fac. Donc, mon objectif, c'est grosso modo de rater mon concours. J'avais intérêt à le rater pour faire mon rêve. Et du coup, j'étais vraiment très, très zen, un peu trop zen. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini quatrième au concours et je me suis retrouvée coincée dans cette école de commerce que je ne voulais pas faire. Comme quoi, hein, pas de pression, ça fait des miracles. Et peut-être est-ce que ben, c'est ce qui t'a permis aussi dans le fond, dans l'après-coup, d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Et malgré tout, d'arriver à étudier ce que tu avais envie d'étudier. Parce que tu en as fait des pieds et des mains pour arriver à étudier les sciences du langage. Ouais, Tu es quand même arrivé à ça. ouais, ouais. Ouais, ce qui est rigolo, c'est que si tu veux, bon, j'ai fini mon parcours dans cette école, dans les ressources humaines, et puis ça me plaisait pas. Puis à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, moi j'ai dit je veux faire un truc qui me plaît davantage. Surtout, je me sentais pas prête pour entrer dans le monde du travail tout de suite. Je me sentais encore. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait une école de commerce qui était censée être en 4 ans, mais j'en ai fait que 2. J'ai demandé une équivalence à la fac et là ils m'ont fait sauter un an. Donc du coup, j'ai eu ma maîtrise en 3 ans. Au lieu de la faire en 4, bah, finalement, j'ai eu une maîtrise RH en
bout de mes 3 ans, bac plus 3. Et là, je me suis dit, oh, mais moi, il me manque 1 an, en fait, parce que la maîtrise, il me manque la 4e année. Je me sens pas prête à arriver sur le marché tout de suite comme ça. Et du coup, j'ai voulu faire une année supplémentaire de quelque chose pour voilà, avoir la maturité pour entrer sur le marché, quoi. Et là, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je pourrais faire du droit, puisque je voulais faire du droit international, je pourrais faire du droit. Après tout, je vais faire vraiment des études de droit. Sauf que je me suis rendu compte en école de commerce que le droit, j'en faisais, mais c'était pas le gros kiff non plus, tu vois. J'étais pas excellente, c'était pas hyper marrant. Ça correspondait pas non plus à ma personnalité. Après, je m'étais dit, bah peut-être que je pourrais faire psy. Comme ça, je pourrais faire psychologue du travail. Ça permettrait de valoriser cette école de commerce et puis faire quelque chose qui pourrait me plaire. Sauf que je trouvais que faire psycho à 20 ans, c'était un peu jeune. Moi, j'estimais, mais avec mes croyances à moi, que j'avais besoin d'avoir vécu des choses avant de me lancer en tant que psy. Et je voyais plus ça comme une reconversion professionnelle à 40 ans, tu vois, mais pas à 20 ans. Et ou alors, il y avait cette option d'aller faire sciences du langage. Je savais pas ce que c'était. Et en même temps, ça m'appelait depuis ce jour où cette prof nous en a parlé et je savais toujours pas ce qu'il y avait derrière et j'avais très envie, très curieuse de savoir mais pourquoi je suis attirée comme ça vers une matière que je ne sais même pas ce que c'est, tu vois. Enfin, donc voilà, la curiosité a été plus forte et j'ai atterri en sciences du langage. Et est-ce que tu as eu tes réponses de pourquoi les sciences du langage? Alors, je dirais surtout que quand je suis arrivée, ça a été vraiment le coup de foudre immédiat. Ça fait partie des plus belles années de ma vie, tellement j'ai adoré. J'ai eu l'impression de rentrer dans un univers où je comprenais les gens et où les gens me comprenaient. On parlait le même langage. Donc déjà, je me suis dit, putain, c'est fort, enfin un endroit où on me comprend. Donc ça, c'était rigolo. Et puis après, bah, je sais pas. En fait, quand j'ai fait tout mon parcours en sciences du langage, mais genre, voilà, quand j'arrive à la fin, je suis en DEA. Là, ma mère, elle me dit, ah, c'est marrant que tu aies fait sciences du langage, parce que quand tu étais petite, tu avais fait beaucoup de séances d'orthophonie quand tu n'entendais pas. Et j'ai fait, ah bon, j'ai fait de l'orthophonie, tu as 3 ans, tu t'en souviens pas, tu vois. Et elle a attendu mes genre 3 ans d'études pour me dire, ah, en fait, c'est marrant que tu aies choisi ça parce que quand tu étais petite, tu avais fait des séances d'orthophonie. Et si elle me l'avait dit plus tôt, peut-être que j'aurais même poussé jusqu'à carrément faire le concours d'ortho, tu vois. Et là, ça aurait eu beaucoup de sens parce que beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu fais pas ortho? Hmm. Parce que enfin, t'as tout à fait le profil et tout. Puis moi, je me dis, bah ouais, mais moi, le concours, je suis pas très concours, en fait. C'est un peu contre mes valeurs, les concours. Parce qu'on va t'évaluer sur la capacité à recracher ce qui va bien pour un concours, mais pas sur ta capacité pédagogique à faire le métier derrière. Et ça, tu vois, moi, ça me convient pas trop. Donc j'ai pas passé le concours. Mais c'est vrai que ça m'a fait un choc quand elle m'a dit, ah, mais c'est bizarre que tu sois tombée là-dedans parce que finalement, quand tu étais petite, tu as fait énormément, plusieurs années de séances d'ortho, quoi. J'ai fait, ah ouais, je savais pas. Pourtant, c'était ma vie, mais non, à 3 ans, on s'en souvient pas. Non, t'étais trop petite. Et qu'est-ce que tu as appris? En sciences du langage, Qu'est-ce qu'on t'apprend? Parce que ça recouvre quoi? alors, les sciences du langage, c'est l'étude des sons enfin, en tout cas, en phonétique. Les sciences du langage, pardon, c'est un petit peu vaste. Moi, j'étais vraiment spécialisée en phonétique et le reste, c'est comme si ça n'avait pas existé. Donc, moi, j'avais tout de suite mis le focus sur la phonétique. Et du coup, moi, c'est vraiment l'étude des sons, comment articuler. Alors, vous voyez pas, mais elle me montre. Tu nous montres avec. Oui, tu fais des gestes, mais qu'on verra Ouais, pas. c'est vrai. Avec la bouche, articulation, en fait, c'est comment tu vas coordonner l'ouverture de la mâchoire avec la position de la langue, avant-arrière, et la position des lèvres pour former un son. Donc, c'est avec ça que tu vas former tes voyelles. Donc, on travaille beaucoup sur l'articulation des voyelles, des consonnes. Et au-delà de ça, tu as aussi tout ce qui est intonation, donc la mélodie. Parce que bon, prononcer les sons correctement, c'est bien beau, mais si tu mets pas la même intonation, enfin, ça va changer complètement le message. Par exemple, ça va, ça va, ça va. Tu vois, ça a juste dit ça va, ça veut toujours dire la même chose. Enfin, c'est les deux mêmes mots, mais en fonction de l'intonation que tu as utilisée, soit tu es en train de poser une question, soit tu dis que ça va bien, soit tu es en train de dire c'est bon, tu commences à me fatiguer. Tu vois. Donc du coup, c'est toute cette étude-là de comment ça se joue entre eux pour se faire comprendre des autres. Et moi, ce que j'adorais en sciences du langage, c'était la lecture des spectrogrammes. En fait, si tu veux, quand on parle, on émet des fréquences et donc on peut relever ces fréquences-là sur l'ordinateur. Tu les vois, ça fait des spectres. Et en fonction de comment les spectres, enfin le spectrogramme sont placés, tu peux tout de suite lire, comme dans une partition de musique, quelle voyelle et quelle consonne tu as prononcée. Et moi, je trouvais ça juste génial de pouvoir lire la parole.
Ça, c'était vraiment mon gros kiff. C'était là où j'avais les meilleures notes. C'était vraiment, c'est là où je m'éclatais le plus, quoi. La lecture de spectrogramme. On en a discuté un peu en aparté. C'est vrai on n'a pas du tout notion de toutes ces informations-là. On n'a pas conscience de quand on parle, on s'exprime, de où est-ce enfin, de l'importance des intonations, du souffle, des pauses, des respirations. Toi, tu viens mettre en évidence tout ça et tu viens nous apprendre à savoir comment, effectivement, comment poser une question quand on a une interview, par exemple. Oui, Il y a le style journalistique dont on parlait aussi un petit peu en aparté. ouais. Oui, Oui, en fait, on le fait spontanément, inconsciemment, involontairement, en tout cas sans porter la conscience ouais. Par mimétisme, en fait. C'est-à-dire que quand le bébé, quand il apprend à parler, il va copier ce que dit sa mère, ce que dit son entourage pour se faire comprendre. Et donc, par mimétisme, il va apprendre que pour poser une question, c'est ça va? Donc, il va apprendre à monter son intonation à cet endroit. Mais par contre, par mimétisme, il va aussi comprendre que quand tu dis est-ce que ça va? En fait, la question, elle est sur est-ce que, et du coup, le ça va, il descend. Donc, du coup, tu peux poser une question avec une intonation montante ou descendante, et quand même, c'est quand même une question, donc il faut quand même capter qu'on attend une réponse. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est par mimétisme que tu acquiers ça. C'est clair que nous, quand on parle, on fait pas attention à ça. Alors déjà que je commence à faire attention au E, à ma manière de parler, parce que depuis que je t'écoute, voilà, je me rends bien compte effectivement de comment je m'exprime. Alors là, si en plus il faut effectivement faire attention et porter son attention sur les intonations, ouais, ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte et à maîtriser. Oui. Après, j'ai envie de dire, c'est surtout pour répondre à la question de, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, je sais pas comment faire pour rendre mon discours vivant. Je suis trop monotone, je suis ennuyeuse. Et du coup, bah, pour éviter justement d'avoir un ton trop monocorde, c'est là où il faut prêter attention à ces intonations. C'est avec ces intonations que tu vas pouvoir donner du jus. En fait, tu vois, tu vas pouvoir rendre vivant ton discours. Donc voilà, c'est intéressant d'en prendre conscience quand c'est un problème pour toi. Si c'est pas un problème et que tu fais naturellement, j'ai envie de dire que tu es naturellement vivante avec des intonations qui montent, qui descendent, voilà, que ça a suffisamment de variations dans ton discours, t'as pas besoin d'y prêter attention plus que ça. C'est seulement quand, voilà, quand on me dit oui, mais moi je souffre parce que mon discours est monocorde. Ok, bah si ça, c'est ce que tu veux travailler, bah je vais te montrer en quoi c'est monocorde et comment on peut le rendre vivant. Donc il y a l'intonation, il y a où est-ce que tu mets l'accent, il y a comment tu formules les choses, mais l'intonation c'est quand même un gros morceau. On revient à tes études. Donc tu es en sciences du langage. Combien d'années tu expérimentes ça? Hum, 3 ans. Ouais, j'ai fait 3 ans. En fait, j'ai été jusqu'à la thèse, enfin, un début de thèse, et puis après, j'ai pas été jusqu'au bout parce que pour des questions de financement. Moi, j'étais major de ma promo, mais il n'y avait pas de financement cette année-là, donc voilà. Ça, on n'est pas responsable de ça. Moi, voilà, pour avoir un financement, il fallait être au top. J'étais au top, mais après, il n'y en a pas eu. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai arrêté parce qu'à un moment, tu dis, bah, tout travail mérite salaire. Donc, il y a un moment, si je peux pas être rémunérée là, il faut que j'aille ailleurs. Donc, j'ai arrêté après la thèse, après avoir commencé. Et mon sujet, c'était sur la prononciation des R et des L en français. Le. Ah Mm. oui, très spécifique. Ouais. Ouais. Et j'ai fait aussi, en fait, mon mémoire de maîtrise, non, de DEA, mon mémoire de DEA, c'était sur les mots de liaison, ce qu'on appelle des disfluences, ces petits mots qui te permettent de construire ton discours. Alors, donc, c'était ces petits mots que souvent on peut caractériser comme des tics de langage. Voilà, tu vois, tous ces petits trucs-là. Là. Et bien, moi, j'avais fait tout mon mémoire là-dessus, en fait, sur comment on les construit, comment tu t'en sers, enfin, comment tu construis ton discours autour de ça. Donc, ces petits mots de liaison qui sont indispensables pour laisser le temps à ton cerveau de cavaler sur, OK, qu'est-ce que je veux dire derrière? Donc là, quand tu vas parler très vite, par exemple, bah, tu dis, OK, attends, la suite, c'est quoi? Tu vas mettre des petits mots comme ça qui vont combler pour avoir le temps que ton cerveau suive, en fait. Ils sont nécessaires, ces petits mots? Indispensable. Ils sont indispensables pour la personne qui parle, pour l'aider à construire. C'est vraiment des mots alors, donc, ensuite, c'est tous ces petits trucs-là. Et puis, c'est important aussi pour la personne en face parce que ça permet d'avoir des temps de pause pour intégrer ce que dit, ce qu'on est en train de nous dire. Tu vois? Parce que si on parlait trop bien, avec que des phrases hyper bien construites comme un robot,
bah, ce serait pas naturel. Déjà, ce serait trop robotique. Donc, on a besoin de ces petits de ces petits voilà. C'est donc, après, il faut pas qu'ils soient intempestifs, mais il y en a quand même besoin de certains juste pour que ce soit ce qu'il faut pour être humain et prendre le temps de formuler correctement sa pensée et prendre le temps d'intégrer ce qu'on est en train de nous dire. Et il y a besoin de pause. Il y a besoin d'espace pour ça. Donc, si on veut les supprimer, ben, tu nous déconseilles de les supprimer parce que tu dis ils sont indispensables. On peut penser que ce sont des tics de langage pas très agréables à entendre et finalement, il vaut mieux les laisser. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que tu nous parlais des E à l'instant. Si tu fais des E tout le temps, les politiques, ils font souvent ça. Moi, je trouve ça très pénible à entendre. Et donc, et donc, je vais vous parler de, tu sais, c'est des E qui comblent. Si ce sont des E pour combler, c'est pas joli. C'est juste intrusif, en fait. S'il y en a trop. Donc, certains E, oui, parce que ça, de toute façon, tu pourras pas les enlever. Il y en aura toujours quelques-uns. Mais il faut pas qu'ils prennent toute la place. Donc, au lieu de les faire trop bruyants, tu peux aussi apprendre à maîtriser ton silence et accepter qu'il va y avoir des silences dans ta phrase. Et poser comme ça des silences. Tu peux aussi t'entraîner, et ça c'est une question d'habitude, à changer ces petits mots. Au lieu de faire des E tout le temps, bah tu vas mettre par conséquent, alors, tu peux essayer de trouver. Et si tu trouves qu'il y en a un qui est trop souvent, parce que des fois tu vas avoir un bon tic de langage, c'est quand tu es en formation, par exemple, le formateur, il dit tout le temps alors, puis là, tu te mets à compter combien de alors il a dit si toutes les phrases, c'est bien insupportable. Bon, là, s'il y a un problème, il faut le changer. Donc, du coup, faut trouver un autre mot, être un petit peu astucieux pour le remplacer par quelque chose d'autre, pour que ce soit équilibré. Tu vas pas totalement les enlever, mais voilà, tu vas essayer de varier, même dans tes petites phrases, tes petits mots de liaison. C'est quand même intéressant de les varier pour que ce soit pas toujours les mêmes. Ça veut dire parler en conscience. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois inconscients, mais en même temps, si tu t'obliges à avoir, j'ai envie de dire, une hygiène, c'est-à-dire qu'il faut avoir une hygiène pour enrichir son vocabulaire. Donc, ça veut dire lire, écouter beaucoup pour justement avoir su intégrer suffisamment de matière pour que inconsciemment c'est comme quand tu joues aux cartes, tu vas pas toujours jouer la même chose. Donc, tu vas jouer un autre atout pour ce discours-là. Et tu vas le faire spontanément. Hein. Là, je le dis comme ça a l'air d'être une montagne, mais en fait, c'est très inconscient. C'est juste une question d'habitude. D'ailleurs, pour s'entraîner, je trouve que s'enregistrer, que ce soit à l'audio, faire des podcasts comme tu fais ou en vidéo comme ce que je fais, finalement, ça aide énormément pour maîtriser et enlever un maximum de ces E qui sont trop intempestifs. Au début, tu te rends compte que tu en fais tellement, tu trouves ça moche, et comme tu en prends conscience parce que tu es en train de t'écouter, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, il y a que moi qui l'ai entendu, donc je vais refaire ça vite fait, bien fait, personne ne saura jamais. Et du coup, tu le refais 3, 4, 5 fois, et finalement, tu apprends à te maîtriser. C'est une question d'entraînement, quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand je fais un enregistrement comme on fait ce matin, je vais réécouter notre enregistrement et je vais le retravailler un petit peu. Je vais enlever les E intempestifs, comme tu dis. Il y en a qui sont nécessaires et puis qu'on ne peut pas supprimer. Ou les mots, enfin, ou les débuts de phrases qui n'ont pas de fin, bon, ce qui n'a pas forcément d'utilité dans le discours. Mais en fait, surtout, je me rends compte de comment est-ce qu'on s'exprime, comment on construit nos phrases, comment on parle. En fait, quand on se parle, on s'en rend pas forcément compte. On se comprend, on échange de manière fluide, on se pose des questions, on réagit, etc. Mais quand on écoute, et je pense que c'était peut-être en ça aussi, toi, ta spécificité dans ton travail précédent, tu décortiques, enfin, tu te rends compte vraiment, je sais pas comment dire, je crois que j'avais jamais vraiment pris conscience de ça jusqu'à ce que je fasse le podcast, effectivement, et que je prenne le temps de nous réécouter et de voir aussi comme la spécificité de chacun. Entre les tics verbaux de chacun, on n'a vraiment pas tous la même manière de s'exprimer. Et c'est ça que c'est super intéressant parce qu'effectivement, après, je me suis retrouvée, j'ai été débauchée du CNRS par la police scientifique pour justement faire des comparaisons de voix. Et ces éléments que je traquais pour savoir si on avait affaire à la même personne dans les différents enregistrements, c'était beaucoup basé sur les mots de liaison, comment il construit son discours, sa façon de parler. En fait, je décortiquais ça parce que c'est tellement inconscient, on le maîtrise pas ça, surtout dans une situation de stress. Donc, ça devient très intéressant pour pouvoir cerner, oui, là, c'est bon, c'est potentiellement la même personne ou ça n'est pas, tu vois. On a une carte d'identité vocale. Alors, on n'a pas une empreinte digitale. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi précis qu'une empreinte digitale, mais on a quand même des traits caractéristiques. Oui. C'est-à-dire que on voit bien que, par exemple, toi et moi, on n'a pas du tout la même voix. Moi, j'ai une voix plus aiguë, toi, tu as une voix un petit peu plus grave, tu as un petit accent, moi, j'ai pas tout à fait le même.
on va pas construire le discours de la même manière. Moi, je vais faire moins de E, peut-être toi, tu vas en faire un petit peu plus dans la manière de construire. Moi, je dis beaucoup alors, ça je le sais, et toi, tu en as peut-être un autre qui est ta carte à toi, tu vois. Donc, on a tous une carte qui est un petit peu différente. Mais après, ça peut évoluer. Par exemple, ça, c'est très rigolo aussi, mais bon, moi, là, si tu veux, je parle, grosso modo, j'ai pas trop d'accent, mais j'ai grandi, j'ai fait mon CP à Toulouse. Et du coup, et j'ai toute ma famille aussi qui est dans le sud de la France. Donc, quand je vais dans le sud de la France et que je suis au téléphone avec ma grand-mère, par exemple, je vais me mettre à parler avec l'accent du sud. Et ça va être plus fort que moi. Alors, je ne t'ai jamais entendu parler avec l'accent du Sud. Parce qu'il est léger, le tien. Mais moi, quand je parlais avec ma grand-mère, tu sais, elle avait l'accent vraiment presque de patois, tu sais, vraiment le truc bien local et tout. Et là, je sais que bah, mon mari, ça le surprend beaucoup parce qu'il m'entend au téléphone. Et quand je suis avec ma grand-mère ou la sœur de ma grand-mère, d'un coup, j'ai pas du tout le même accent. Et puis hop, je raccroche, je redeviens normale, tu vois. Et ça, c'est parce que j'ai été exposée petite à cet accent-là. Donc, du coup, bah, quand je suis avec eux, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux États-Unis. C'est vital de s'adapter à son environnement. Et du coup, quand je suis en contact avec des gens du Sud, ben, je vais parler avec l'accent de quand j'étais petite. Quand je suis ailleurs, je vais parler avec l'accent que j'avais quand j'étais à la fac, donc à Paris, tu vois. T'es un caméléon. On le fait tous naturellement, c'est pour s'intégrer. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est pour s'intégrer. Mm. On s'en rend pas compte alors parce que j'ai pas l'impression de changer de voix, d'intonation en fonction des personnes avec qui je m'exprime et on me l'a jamais fait remarquer non plus. Ouais, c'est beaucoup plus marqué pour toi? Oui. Bon, après, j'en ai fait mon métier aussi. Je veux dire, Oui, dans oui, mon tout à métier, fait. on travaillait sur la détection des accents étrangers, des accents de banlieue. Donc, si tu veux, bon, j'ai vraiment baigné là-dedans. Les accents régionaux, c'est plutôt les accents régionaux qui étaient très forts. Et puis surtout, moi, je m'en rends bien compte que, voilà, j'ai pas trop d'accent quand je parle, mais parce qu'en même temps, j'ai déménagé tous les 1 à 3 ans, tout le temps. Donc, j'ai habité à Paris, j'ai habité à Toulouse, j'ai habité aux États-Unis. Voilà, mon accent, je suis assez neutre en fait, parce que j'ai tellement voyagé que j'ai trouvé un truc un peu neutre. Mais c'est vrai que quand je reviens dans le sud, hop, je me mets à parler. Et pas l'accent marseillais. Si je dis ça, c'est rigolo parce que j'ai fait mes études à Marseille, mais c'était pas chez moi. Donc j'ai jamais pris l'accent marseillais. J'avais l'accent de Toulouse, où j'ai toute ma famille et où j'ai grandi jusqu'au CP, c'était à Toulouse. Donc l'accent toulousain, oui, mais pas l'accent marseillais. Par contre, si je suis en face d'étrangers qui parlent anglais, je vais commencer à avoir mon français va se teinter d'un petit accent américain de quand j'étais là-bas. Tu as fait référence tout à l'heure que tu as travaillé à la police scientifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette période de ta vie? Alors moi j'ai trouvé que c'était très rigolo la façon la façon où j'ai atterri là. Déjà parce que bah, j'ai jamais postulé. Ça c'est vraiment le truc, il faut le savoir. Je n'ai jamais postulé et pourtant j'ai travaillé là-bas. Moi ce qui s'est passé c'est que à cette époque, je travaillais à Lyon. Ouais, c'est ça. J'étais à Lyon et je voulais rester sur Lyon. On parle de ça, c'est en 2009, au moment où il y a eu la grosse crise. Et en fait, dans la boîte où j'étais, les derniers embauchés étaient les premiers à sortir pour des raisons économiques. Donc, je me suis retrouvée à la rue, entre guillemets, en tout cas licenciée pour raisons économiques. Et du coup, moi, je voulais rester sur Lyon. Et à ce moment-là, j'étais suivie à l'APEC et mon conseiller disait c'est intéressant de garder contact avec avec ses anciens camarades de classe parce qu'on sait jamais ce qu'ils vont devenir. Moi, par exemple, dans ma fac de psycho, ma camarade est devenue psychologue pour la police scientifique. Et là, j'ai fait ah ouais, c'est intéressant ce qu'il vient de dire là, parce que moi, à ce moment-là, comme j'étais dans le langage, je cherchais à faire parler les GPS, je cherchais à faire parler Internet, à faire parler les maisons avec la domotique. Si tu veux, je voyais bien tout le monde qu'il y a avec tout ce qui est en déficience visuelle. Tu as besoin de compenser avec des outils qui vont parler pour toi. Donc, si tu veux, ça, j'avais vu. Mais alors, la police scientifique, ça m'avait jamais fleuré l'esprit. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées de de votre copine là pour savoir est-ce qu'ils auraient un besoin avec la phonétique ou en linguistique parce que franchement là c'était Joker, je n'en avais aucune idée et donc j'ai juste fait une demande d'information de est-ce que ça c'est une compétence qui peut être recherchée chez vous parce que je cherchais un milieu de travail mais pas forcément un lieu, tu vois, un secteur. Là, je voulais savoir est-ce que c'était un secteur qui avait besoin de ces compétences-là parce que entre nous, hein, quand tu fais sciences du langage, les débouchés dans la vie, il n'y en a pas des masses hein, en termes de travail. Enfin, je veux dire, soit tu es le prof qui t'a enseigné, soit tu es orthophoniste, soit tu es prof de français langue étrangère. Et puis après, voilà, tu peux avoir
la synthèse et la reconnaissance vocale, mais c'est quand même un milieu qui est très petit, tu vois. Donc, je me demandais, est-ce que là, il peut y avoir un besoin? J'en avais strictement aucune idée. Donc, j'envoie un courrier, et puis là-dessus, il va se passer 6 mois. Donc, bah, moi, 6 mois plus tard, j'avais plus de quoi me payer mon appartement. Donc, je rentre chez mon père à Paris. J'ai mon dernier carton dans les mains. Et je suis là en train de défaire, là, de ranger, triste. Enfin, j'étais triste parce que bah, moi, j'aimais pas du tout Paris, j'aimais beaucoup Lyon, je voulais rester à Lyon. Et donc là, je défais mon dernier carton et je reçois ce coup de fil. Oui, on aimerait vous recevoir. Et là, les bras à mon ton, je dis, mais vous êtes sérieux? Moi, j'ai envoyé ma demande d'information. C'était il y a 6 mois. Là, maintenant, j'ai déménagé. Je peux pas revenir. Je peux pas faire 2 déménagements dans le même mois, sauf si c'est vous qui prenez tout en charge. Ah ben oui, mais vous comprenez, nous, c'est la fonction publique. Ah oui, bah, vous comprenez, je peux pas faire 2 déménagements dans le même mois. J'ai pas les moyens pour ça, tu vois. Enfin, donc j'ai dit non une première fois. Mais j'ai quand même été faire le premier, j'ai quand même fait l'entretien, tu sais, pour voir un petit peu ce qu'il en retournait, parce que tu sais, dans ta tête, tu vois tout de suite NCIS, ABI. Donc si tu veux, j'étais un peu curieuse, tu vois, de me dire, bah, attends, c'est quand même un peu étonnant. Donc je vais aller voir. Et en fait, sur place, je sais pas, c'est vrai que c'était un univers auquel je m'attendais pas du tout. Tu sais pas où tu mets les pieds, en fait, tu vois. Et puis, ils étaient vraiment désespérés à ce moment-là parce que leur expert était tombé malade et ils savaient plus comment faire les expertises en phonétique. En fait, ils étaient un peu perdus par rapport à ça. Donc, je leur ai dit, bah, montrez-moi comment vous faites et je vais vous dire ce qui va pas. Mais on comprend pas, on retrouve pas les données. Je dis, bah, montrez-moi comment vous faites vos mesures. Puis ils m'ont montré, je dis, bah oui, ça c'est facile. C'est parce que vous faites les mesures à tel endroit, vous les trouvez là, là vous allez les retrouver, puis ils vérifient. Ah oui, effectivement. J'ai dit oui, ça c'est le b.a.-ba de la phonétique. Quand tu sais, je te parlais de lecture de spectrogramme tout à l'heure. Bah là, c'est ça. Comment tu fais pour lire sur le spectre? J'ai dit, bah il y a une méthode pour ça quand même. Du coup, donc je leur ai dit, écoutez, moi je peux pas faire le déménagement, mais si vous voulez, je vous forme. Je peux vous donner, enfin, je vous fais une journée de formation, je vous donne les bases, tu vois, un petit cours accéléré en phonétique. Non, ils ont pas voulu. Oui, vous comprenez, c'est la fonction publique. J'ai dit, bah, faut voir, hein. Vous préférez ne pas savoir faire ou être un peu formé. Bon, bref, ils ont dit non. Ils m'ont recontacté 6 mois plus tard. Et puis moi, 6 mois plus tard, je dis, bah non, là maintenant, je viens de trouver un boulot, ça fait 15 jours que j'ai commencé, je peux pas. Donc, non, non, moi, ça m'intéresse pas, je viens pas. Donc, j'ai dit non 2 fois. Et les gens, ils étaient là, mais ils étaient fous, quoi. Quoi, t'as dit non à la police? Bah non, je peux pas faire un déménagement, 2 déménagements dans le même mois, j'en ai pas les moyens. Et 6 mois après, j'ai toujours pas suffisamment rempli les caisses pour partir. Donc, s'ils le prennent pas en charge, je ne peux pas. Donc, non, les concours de circonstances faisaient que non, je n'ai pas pu. Et puis, un beau jour, ils m'ont recontacté 5 ans après. Punaise. Ah ouais, ouais, c'est persévérant. Donc, ils me recontactent 5 ans après. Et ils me disent, oui, voilà, on aurait voulu savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, parce que vous aviez fait forte impression il y a 5 ans, et donc, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, grosso modo, est-ce que vous êtes assez mûr pour venir nous rejoindre, quoi? C'était un petit peu ça, quoi. Est-ce que vous avez suffisamment grandi pour accepter? Puis j'ai posé le pour et le contre, et je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ça fait 3 fois qu'ils me posent la question, là, ça va, j'ai envie de retourner sur Lyon, allez, j'accepte. Donc c'est comme ça que j'ai arrivé, enfin que j'ai atterri là-bas, mais je n'ai jamais postulé. Pour moi, c'était juste une demande d'information et j'ai jamais été fonctionnaire non plus. Oui, tu es restant un contractuel. Ouais, t'es contractuel, on s'est dit. Ils étaient persévérants parce que tu m'avais dit que vous n'étiez que deux en France à ce moment-là à avoir ce genre de, comment dire, de Ouais. responsabilité, de poste. Alors quand je suis arrivée, j'étais toute seule sur la phonétique. Et après, moi je dis attends, ça peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. T'imagines, je suis malade, il m'arrive pas que ce soit, je m'en vais, tu perds complètement la compétence. Enfin, c'est le pays il est bloqué le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre et qu'on le forme. Il faut quand même 3 ans pour être opérationnel sur ce genre de métier. Donc tu vois, c'est un petit peu chaud, quoi. Donc, non, non. Après, ils ont fini par recruter et du coup, ça s'est développé. Mais oui, pendant un temps, on était 2 en France. Ouais, c'est quand même pas énorme. Du coup, les gens me disent, ah, c'est quand même bizarre ton métier. J'en connais pas d'autres qui font ça. Bah oui, ça, je veux bien te croire parce qu'effectivement, on est que deux. Donc, ouais, c'était. Bah, je ne connaissais pas jusqu'à ce que tu m'en parles. Tu peux nous raconter en quelques mots en quoi ça consistait, ce que tu peux en dire en tout cas. Ouais, bah, en fait, moi, ce que j'ai surtout aimé, ça a été le fait que j'ai eu la possibilité de mettre en place une méthodologie pour faire le travail qu'on me demandait de faire. Moi, si tu veux, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir mettre en place les process. Tu reçois ton scellé. Qu'est-ce que tu vas regarder pour savoir si oui ou non tu peux travailler sur cette matière ou pas? Est-ce que tu as suffisamment de données ou pas? Parce que des fois, si tu n'en as pas assez, bah, tu vas pas pouvoir travailler dessus, tu vois. Donc, c'est intéressant. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce souci de quand je suis arrivée, il y avait rien.
J'ai dû tout recommencer à zéro. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel ingénieur qui arrive, on part de zéro. C'est pas possible. On perd trop de temps pour se mettre à niveau. Il faut qu'on ait quand même un mode d'emploi. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment comme ça. C'est-à-dire que je laisse toujours une trace de comment j'ai travaillé. Je pose les briques pour avoir une base. Et après, derrière, tu prends ça et tu vas l'amener au-dessus. Tu vois, tu vas en faire quelque chose d'autre. Mais au moins, la base est posée, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à mettre en place cette méthodologie pour comment on fait quand on reçoit le CD et comment on travaille avec cette matière-là. Et il faut savoir qu'en France, il n'y avait rien. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'études pour faire ça. Donc, moi, je leur ai dit, je dis, attendez, vous me demandez de faire un métier, ça n'existe pas. On n'est pas formé pour ça. On est formé à l'étranger, mais pas en France. En tout cas, à l'époque, on n'était pas formé en France là-dessus. Du coup, j'ai dû aller voir les standards qu'il y avait en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne. Parce que eux, ils sont été habitués, ils ont des écoles de formation pour ça. Enfin, à la fac, il y a des spécialités là-dessus. Alors que moi, quand j'étais là, il n'y avait rien du tout, quoi. Ça n'existait pas. Donc, j'ai été voir ce qui se faisait dans ces pays-là pour mettre en place des standards communs, en fait, sur ce qui se faisait en Europe. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir, on va dire, pour mettre en place cette méthodologie en me basant sur les collègues étrangers. Ça, c'était vraiment très chouette. Donc, tu travaillais à partir d'échantillons de voix? Oui. Parce que tu parlais des scellés. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ces scellés? C'était les échantillons de voix? Oui, alors c'est des enregistrements, oui, comme je travaille avec Les enregistrements? ouais, c'est des enregistrements. Qui dit enregistrement dit qu'on va aussi avoir besoin de faire des prélèvements de voix parce qu'il faut bien comparer avec quelque chose, tu vois. Donc, faut vérifier. En fait, l'objectif de mon métier, c'était de vérifier est-ce qu'on a attrapé le bon suspect ou pas. C'est ça, tu vois. Et bon, ce qui est clair, c'est que je vais pas pouvoir te dire si c'est oui, non, c'est pas se trancher comme ça, c'est pas des détecteurs de mensonges et c'est pas à 100% c'est lui ou c'est pas lui. Par contre, ça nous donne des éléments pour une tendance, en fait, un faisceau d'indices qui peuvent aller sur oui, il y a une forte probabilité pour que ça puisse être la même personne ou non, il y a trop de différences et ça ne peut pas être la même personne. Voilà, c'est surtout ça, on travaille sur de la probabilité derrière. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut aller prélever des voix pour pouvoir faire une comparaison. Et c'est là où c'est intéressant le métier que j'avais fait avant, quand j'étais dans les laboratoires, parce que justement, comme on disait, en fait, moi, dans ce métier-là, j'enlève tout ce qui est de l'ordre émotionnel pour avoir une voix neutre. Comment tu parles quand tu es naturel, en fait, tu vois, plus neutre. Parce que les émotions, ça va te faire jouer au niveau de l'intensité, de l'intonation. Enfin, ça va être très différent, en fait. Quand tu es stressé, tu vas parler de manière beaucoup plus aiguë, beaucoup plus rapide, par exemple. Tu vas respirer beaucoup plus court. Tu vois, tu vas pas faire des longues phrases. Non, ça va être beaucoup plus serré. Donc, du coup, quand tu as un scellé, tu vas regarder si tu ne peux comparer que ce qui est comparable. Donc, tu dois, entre guillemets, enlever ces éléments qui perturbent la voix normale du suspect quand tu l'enregistres. Il n'a pas la même voix que quand il commet quelque chose, tu vois. Si c'est lui, bien sûr. On n'a pas la même voix quand on est stressé que quand on est en train de communiquer comme ce qu'on est en train de faire là. Et tu avais fait ton mémoire justement sur les marqueurs du stress. Ouais, les marqueurs du discours, on appelle ça. Ah, pardon, ouais. Ouais. Oui, effectivement, comme j'avais fait mon mémoire sur les marqueurs du discours, j'étais assez calée pour justement repérer la structure et puis toutes ces détections des émotions en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec la synthèse et la reconnaissance vocale dont on parlait au tout début, c'est que finalement une bonne synthèse vocale, il faut que ça fasse suffisamment humain. Pour que ça fasse suffisamment humain, il faut qu'il y ait il faut pas que ce soit plat, il faut qu'il y ait de l'émotion dedans, donc de l'intonation. Si c'est trop plat, bah, ça fait juste la voix du métro qui te dit que tu es arrivé à la bonne station. C'est pas, ça te donne l'information, mais c'est pas très sexy, tu vois. Enfin. Donc, c'est important de mettre un petit peu d'émotion dans la synthèse vocale. La reconnaissance vocale, bah, pour reconnaître une voix, bah, on va se baser inconsciemment sur justement ces marqueurs émotionnels, ces marqueurs du discours. Et puis, bah, pour comparer une voix, c'est pareil. Donc, l'émotion est toujours au centre. Ouais. Malheureusement, tu as dû arrêter. Oui. Alors, c'est un métier que j'ai adoré, mais j'ai dû arrêter. Parce que quand tu as un casque sur les oreilles toute la journée, bah ça abîme ton audition prématurément. Donc j'ai dû arrêter pour me préserver et ne pas être sourde avant l'heure. Alors, j'avais déjà soulevé la question, mais je t'avais fait la remarque que je m'étais posé la question de la symbolique sur le fait que tu aies des problèmes auditifs. Et je m'étais demandé, tiens, est-ce qu'à un moment donné, elle n'a pas eu des difficultés à continuer à entendre ce qu'elle entendait dans ses témoignages? Ouais, c'est possible. C'est possible parce que tu vois, quand on arrive dans ce genre de métier, ils nous le disent.
on est préservé pendant les 3 premières années parce que comme on ne sait pas faire ce métier-là, on est dans la technique, donc on est tellement centré sur comment je vais faire techniquement qu'on est préservé au niveau émotionnel. Mais une fois que tu connais, que tu fais tout instinctivement, tu vois, enfin que tu as pris l'habitude, bah du coup tu commences à être réceptif à autre chose et du coup émotionnellement tu peux être plus affecté. Effectivement, ça peut arriver. Alors moi, j'ai pas souvenir d'avoir entendu des enregistrements particulièrement trash ou qui m'aient vraiment trop traumatisé, en tout cas pas consciemment. Mais par contre, c'est sûr que à l'usure, il y avait quand même quelque chose un petit peu malsain à entendre toujours des personnes qui étaient dans une volonté de nuire à autrui. Moi, ça a été un peu fatigant pour moi. J'avais pas envie de passer ma vie à baigner dans cet environnement-là. Effectivement, c'est possible que ça a contribué à ce que je n'entende plus. Alors, c'est une interprétation quelque peu cavalière, mais c'est vrai que c'était quand même ton outil de travail. Hmm. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cet outil de travail a été défaillant et a fait qu'il a vraiment fallu que tu changes de cap parce que tu ne pouvais pas continuer à faire ce que tu faisais parce que quelles répercussions ça a eu pour toi concrètement? Qu'est-ce que tu as eu comme problème? Alors en fait, ça devenait très lourd. C'est-à-dire que, et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu discutes avec d'autres personnes qui travaillent dans l'audio comme ça, dans ces métiers-là, dans les écoutes, ce genre de choses, on a tous le même discours, hein. C'est-à-dire que à un moment, on ne supporte plus le bruit. Comme on est avec un casque sur les oreilles toute la journée, on ne supporte pas le bruit. Donc à la maison, t'as pas de télé, pas de radio. Moi, je sais que je finissais par entendre les voisins 2 étages en dessous de chez moi, donc les appartements, je pouvais plus. Il a fallu que je quitte à tout prix et que j'aille m'expatrier à la campagne parce que en ville, c'était trop bruyant. Marcher dans la rue, le bruit des voitures, c'était insupportable pour moi. Mes amis savent très bien que si j'ai le choix, je préfère être invitée à la maison plutôt que au restaurant, parce que au restaurant, la pièce n'est pas insonorisée et donc du coup c'est un enfer pour moi parce que ça, il y a trop d'écho, trop de bruit, trop de brouhaha. Si en plus de ça, tu as une espèce de télé pour mettre l'ambiance, qu'il y a les voitures qui passent à côté, alors là c'est mort, bah, je t'écoute même pas, enfin, je mange, mais je passe un très mauvais moment parce que je suis crispée parce que des fois je suis même obligée de mettre des bouchons auditifs, des bouchons pour ne pas entendre le bruit justement, pour me préserver du bruit qu'il y a, des bruits de la rue et tout. Le cinéma, par exemple, c'est beaucoup trop fort pour moi. Les concerts, je peux pas faire. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai dû arrêter pour préserver mes oreilles parce que voilà, je supportais plus du tout. C'est-à-dire que quand tu travailles dans ces métiers-là, tu développes une hyperacousie parce qu'il faut apprendre à entendre les sons, c'est très très fin, tu vois. Donc du coup, tu développes une hyperacousie, tu perds des fréquences. Quand tu perds des fréquences, le cerveau comble en mettant un bel acouphène par-dessus, donc ça devient un enfer. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment dû m'extraire de tout ça parce que c'était effectivement trop dur pour moi. Alors du coup, j'ai déménagé. Je n'habite plus dans un appartement parce que voilà, je supportais plus d'entendre les bruits. Donc, j'habite dans une maison loin de la ville, du coup, parce que sinon, ça coûtait trop cher. Et du coup, il n'y a pas de voiture près de chez moi, il n'y a pas de passage. Je suis très attentive à ça, que je sois dans un endroit où je peux reposer mes oreilles. Et en reposant mes oreilles, ça va, je suis plus zen, le stress est plus, je suis moins stressée. Du coup, je peux mieux gérer au quotidien le bruit. C'est un véritable handicap. Ouais. Ouais, ce sont des métiers qu'on fait pas toute une vie. J'y crois pas ça. On peut pas faire ça toute une vie. Tu avais notion des risques que tu prenais à faire ce métier-là? Ouais. Oui. Oui, parce que moi, je me suis toujours dit, c'est pas un métier qu'on peut faire en étant vieux. Pourquoi? Parce que bah, que tu le veuilles ou non, passer 40 ans, hein, tu perds en audition. Tout le monde perd en audition, ça c'est juste normal. Et je me suis dit, oui, mais attends, moi, à 60 ans, est-ce que j'aurai encore les oreilles qui vont bien pour entendre? Ça m'étonnerait franchement, parce que naturellement, à 60 ans, on perd des fréquences. Donc, du coup, on est moins apte à faire ce genre d'expertise, quoi. Donc moi, j'avais conscience que ce serait pas un métier à vie. C'était un métier, je me suis éclatée, mais que je pourrais pas faire toute ma vie là-dedans. Et du coup, comme c'est un environnement où on a énormément de jours de congé, c'est l'avantage. On fait des semaines de 40 heures, donc du coup, on a plus de, enfin, c'est même plus que 40, hein. Et du coup, on a beaucoup d'heures de récup. Et ces heures de récup, moi, je les ai toutes passées pour me former en développement personnel, dans l'objectif que un jour, j'ouvrirai mon propre cabinet. Donc, tu étais déjà dans l'anticipation de ta future reconversion professionnelle. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, c'est comme ça que tu es devenue alors coach en voix parlée. Ouais. Ou tu as eu encore d'autres Alors, il y a eu d'autres métiers entre-temps, d'autres activités? alors, en fait, si tu veux, moi, je me suis formée d'abord à l'énéagramme. Et j'ai trouvé ça vraiment super. L'énéagramme, c'est l'étude de la personnalité selon 9 profils. Et ça permet de mieux comprendre comment, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de mieux comprendre comment moi je fonctionne
comment je réagis par rapport à un événement et comment les 8 autres façons, enfin, il y a 8 autres façons de réagir sur le même événement. Donc déjà, je comprends mieux ma maison, je comprends mieux celle des autres, du coup, je deviens plutôt tolérante. Il y a vraiment quelque chose, je me suis ouverte par rapport à ça. Ensuite, j'ai poursuivi avec des études un peu plus, on va dire, dans enfin, j'ai voulu faire un petit peu de psychogénéalogie parce que je trouvais ça sympa d'aller travailler sur sa famille. Parce qu'une fois que j'ai accepté les autres, je me suis dit, bah ouais, mais bon, dans ma famille, c'est pas tout à fait ça encore. Donc, ce serait pas mal de travailler dessus. Donc, j'ai fait une formation qui m'a aidé à faire la paix avec mes origines. Et puis, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, bon, c'est super, ça a transformé ma vie. Je me sens tellement mieux. Je voudrais pouvoir accompagner là-dedans pour transmettre ce qui m'a aidé. Mais par contre, j'ai conscience que ce soit l'énéagramme ou la psychogénéalogie, on m'a formé sur un outil, mais on m'a pas formé sur sur la posture thérapeutique. On m'a pas formé sur comment j'accueille des personnes en face de moi pour les accompagner. Et ça s'improvise pas. Enfin, je veux dire, on s'improvise pas thérapeute. Donc, je trouvais ça un petit peu léger en termes d'enseignement dans ce que j'avais reçu. Donc, j'ai voulu être formée pour devenir, en fait. Donc là, j'ai fait de la maïesthésie et j'ai trouvé ça tellement puissant comme façon de procéder, d'aller interroger à l'intérieur de soi. En fait, si tu veux, tu vas aller à la rencontre. Tu peux nous expliquer ce que c'est parce que Ouais. c'est pas une approche que l'on connaît beaucoup. Non, c'est sûr. En fait, la maïesthésie, c'est à la fois un outil de communication et une thérapie brève qui permet d'aller à la rencontre des différentes parts de soi. En fait, on est sensible au processus d'accouchement de soi. Et du coup, on va aller rencontrer l'enfant qu'on était quand on était petit et juste lui poser la question, comment tu te sens, toi? Comment c'est pour toi là maintenant? Et on lui demande pas de nous raconter ce qu'il a vécu. On n'est pas là pour se raconter. On est là pour accueillir ce qui est présent au niveau des ressentis, des émotions, là, maintenant, tout de suite. Et du coup, on porte notre attention sur ce petit enfant. Comment tu te sens, toi? Ok, là, je me sens un petit peu seule, isolée, rejetée. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, toi, de se sentir seule et isolée? Qu'est-ce que tu mets derrière? Ouais, j'aurais voulu que mes parents me voient. Ah, ok, d'accord. Qui en particulier? Ton père, ta mère? Ah, plutôt tel. D'accord, ok. Et puis, du coup, on est là pour accueillir ce qu'il nous dit. Peu importe ce qu'il dit. On est juste là pour accueillir. Et du coup, ça permet d'apprendre à écouter et à poser des questions qui permettent des vraies réponses. Tu vois, c'est pas raconte-moi. Non, ça, en fait, ça n'a aucun intérêt. On n'a pas besoin de raconter. C'est comment tu te sens, toi, là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ok, je vois que tu te sens très seul. Ça veut dire quoi, cette solitude-là, pour toi? Alors, avant de dire ça veut dire quoi, c'est plutôt, je vois à quel point tu te sens tellement seul que personne ne peut comprendre. Tu vois, juste accueillir ça. C'est présent là pour toi à ce point-là. Tu vois, je suis pas là en train de lui dire, ah, mais non, c'est bon, ça va passer, regarde, je suis avec toi, t'es pas tout seul. Non, ça, ce serait nier le fait qu'il se sente seul. C'est plutôt, ok, je vois à quel point toi, tu te sens tellement seul que je peux comprendre que c'est difficile pour toi. Donc, j'accueille à quel point c'est difficile pour toi de vivre ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça veut dire quoi, se sentir seul pour toi là maintenant? Tu vois. Et du coup, comme ça, on creuse jusqu'à ce qu'il puisse. Moi, j'aime bien dire qu'on offre un espace de parole pour aller à la rencontre de soi, pour offrir cet espace. Dans la vraie vie, on nous a jamais posé la question parce qu'on est pris par le feu de l'action. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent, tu vois. Et ils ont pas vu que là, ils t'avaient heurté parce que il fallait se dépêcher. Et puis après, on passe à autre chose. Et donc, on oublie. On s'est pas rendu compte que ça t'a heurté. Et toi, tu es resté avec ce truc-là et tu as grandi avec et puis tu es resté bloqué là-dessus. Par exemple, par rapport à la prise de parole, le fait qu'on ne te demande pas comment tu te sens, du coup, tu ne t'autorises pas à exprimer tes sentiments parce qu'on te l'a jamais demandé. Et du coup, toi, tu es resté bloqué. Bah oui, mais moi, je le dis pas parce que moi, au moment où j'en avais vraiment besoin, on me l'a pas demandé. Donc, j'ai ancré qu'il fallait pas parler de ça. Et c'est important que le grand d'aujourd'hui puisse aller à la rencontre de ce petit et de dire, OK, c'était comment pour toi à ce moment-là? Comment tu te sens toi là, maintenant? Ah, ok, tu te sens vraiment seul. Ok, je vois à quel point tu t'es senti tellement seul que t'avais personne avec qui partager tes émotions, tes ressentis. Je vois à quel point ça a été dur pour toi de ne pas pouvoir exprimer ça. Comment c'est pour toi quand on voit ça, quand on voit à quel point ça a été dur de ne pas pouvoir exprimer ce qui te tenait vraiment à cœur? Ah bah ça va vachement mieux parce que là je me sens entendue. Et du coup, ça c'est juste ça, le fait de pouvoir poser de je n'ai pas pu dire ce que j'avais sur le cœur. Ça change tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les accompagnements que tu proposes aux entrepreneurs, il y a cette dimension thérapeutique. Ouais. C'est-à-dire que tu vas aussi travailler sur
Alors, blocage, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ouais, on peut parler de blocage, ouais. Les difficultés, les blocages émotionnels, à l'origine des difficultés de cette prise de parole pour essayer de dénouer. Oui, c'est-à-dire que si je peux te donner toutes les techniques du monde pour être à l'aise à l'oral, si t'as pas été travailler ce qui te bloque, bah, ça va glisser en fait, ça va pas fonctionner. Donc c'est important d'aller voir. Mais alors des fois il y a des gens qui me disent oui mais moi il n'est pas question que j'aille voir mon passé, le passé c'est le passé. Oui non mais encore une fois avec cette approche-là on n'est pas là pour aller trifouiller le passé, on est là juste pour accueillir le petit enfant qu'on a été à un moment donné. Enfin je dis enfant c'est un exemple, hein. Ça peut être l'adolescent, ça peut être le bébé qu'on était dans le ventre de sa mère, enfin ça peut être plein de choses en fait. Mais on va aller accueillir là où il y a quelque chose qui gratte, quelque chose qui bloque, ou nous on dit plutôt qui appelle notre attention. Donc on y va, c'est ok. Là, toi, tu veux être plus à l'aise à l'oral. Oui. Du coup, qu'est-ce qui a fait que quand est-ce que tu t'es pas senti à l'aise? Quand est-ce que tu n'as pas pu exprimer ce que tu voulais vraiment exprimer? Bah, quand j'étais petit, ok, porte ton attention sur le petit. Comment c'est là pour toi là maintenant? Ok, je vois à quel point c'est dur pour toi de pas pouvoir t'exprimer. Oui, effectivement, c'est comme ça que je travaille principalement. Il y a les deux. J'apporte la partie technique vocale, normal. Ça, c'était mon métier avec les sciences du langage et tout ce qu'il faut pour accompagner là-dessus. Mais pour moi, pour que ça porte vraiment ses fruits, c'est important d'aller travailler aussi sur les blocages et sur voilà, c'est ces petits ressentis qu'on n'a pas pu exprimer quand on était plus jeune. Et je t'ai entendu dire que si on n'était pas prêt à travailler là-dessus, il fallait pas venir te voir. Oui, bah, disons que effectivement, pour moi, pour que ça fonctionne bien, c'est d'aller voir ce qui bloque. Donc, si j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit, moi, je veux travailler que la technique, mais je veux pas aller voir ce qui bloque, bah écoute, il va voir à côté, il y en a des tas, des coachs vocales, il y en a plein. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est sûr, tu peux aller frapper à la porte d'à côté. Avec moi, on va aller chercher qu'est-ce qui bloque pour que ce soit plus facile de prendre la parole aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est la particularité de ton programme Voxpreneur Ouais. qui fait que tu te démarques aussi par rapport à d'autres? C'est vrai que moi, je suis pas comédienne, je suis pas chanteuse. Parce que souvent, on a ça comme profil. Par contre, je suis ingénieure en phonétique et j'ai cette approche où on va vraiment, enfin, je suis à la fois ingénieure en phonétique et à la fois psychopraticienne. Donc, effectivement, j'allie les deux dans mon approche avec des outils très concrets pour s'entraîner au niveau de l'articulation, de l'intonation, d'incarner vocalement son discours. Et à côté de ça, je vais travailler sur tout cet aspect émotionnel, mais derrière ça, avec cette approche-là, on va aussi travailler sur la posture de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent pas légitime? Qu'est-ce qui fait que, ouais, on s'autorise pas à prendre sa place? Il y a tout ça derrière. Parce que finalement, un entrepreneur qui n'arrive pas à parler de ses offres, il y a quelque chose qui bloque derrière. Donc, qu'est-ce qui bloque au niveau entrepreneurial? Et c'est pas forcément le métier, c'est OK, quelle place tu t'accordes, ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du regard des autres? Mais des autres, qui? Quel autre? C'est qui derrière? À qui est-ce que tu essayes d'attirer l'attention, en fait, tu vois? Bah, en fait, mon père, mon mari, mon frère, je sais pas qui, pour eux, c'est pas un vrai métier. Ce sont tous des salariés, l'entrepreneuriat, c'est pas un vrai métier, c'est un hobby. Ok, bon, bah, effectivement, si c'est la croyance de la famille, je comprends que ce soit compliqué pour toi aujourd'hui. De quoi tu as besoin pour incarner pleinement ton poste aujourd'hui? Parce que le métier, enfin, l'entrepreneuriat, c'est un métier. Donc, de quoi tu as besoin pour en faire un vrai métier? De qui as-tu besoin d'avoir l'aval pour avoir le droit de le faire, tu vois? Et après, comme on est avec la myostésie, on travaille dans la psyché. Ok, bah porte ton attention sur cet homme qui est ton père, par exemple. Et je dis bien cet homme et non pas le père, parce que là, on s'adresse vraiment à l'homme en tant que tel et pas à la figure d'autorité qui serait le père. Tu vois, donc on s'adresse à l'homme. Et donc là, on s'adresse directement à lui, dans la psyché. On ferme les yeux, porte ton attention sur lui. Comment c'est pour toi? Comment tu te sens? Ok, je vois que tu es vachement stressé. En fait, t'aimerais être sûr qu'elle va pouvoir s'en sortir. Tu vois. En fait, si tu es aussi réfractaire, c'est tout simplement parce que tu as peur. Et donc, on va accueillir cette peur t'as peur qu'elle ne s'en sorte pas. Que vient dire cette peur? D'où ça vient? Ah bah parce qu'au-dessus, l'arrière-grand-père, lui, il a fait faillite, donc du coup, on fait plus ça nous, dans la famille. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. C'est un exemple. Hein. C'est pas forcément le cas dans toutes les familles, hein, mais c'est juste un exemple. En tout cas, tu as plein d'outils qui permettent d'avoir vraiment un accompagnement complet. Et il y a aussi quelque chose qu'on avait évoqué. Tu as parlé de l'énagramme, donc des différents types de personnalités. Il y a aussi des sous-types. Et je trouve que ce sont des éléments aussi très éclairants et qui disent quelque chose de nous dans notre mode de fonctionnement par rapport aux autres, qui donnent des indications aussi
comment dire, primordial, j'ai envie de dire, pour savoir comment aussi faire avec qui on est. En fait, donc dans l'énéagramme, les gens connaissent les 9 profils, ça, tu peux les trouver partout. Les sous-types, on en parle un petit peu moins, ça dépend des écoles. Moi, j'aime beaucoup quand même cette approche sur les sous-types. Il y en a 3 qui sont communs à toutes les bases. Et du coup, tu vas avoir le sous-type, on a d'abord le sous-type survie, tête à tête ou social. Et ça, toute la population peut se reconnaître là-dedans. On est soit survie, tête à tête ou social. Et en fonction de ton sous-type, tu vas pas t'adresser à ton public de la même manière. Par exemple, quand tu es survie, tu vas avoir un mode de fonctionnement en mode clan. Pour te sentir en sécurité, tu as besoin d'avoir ta famille proche. Ou du coup, dans ton mode de fonctionnement, quand tu es avec tes collègues, tu vas avoir envie de recréer ça. Donc, tu vas créer un petit noyau de collègues qui seront toujours là, avec qui tu vas sortir, manger au restaurant. Voilà, tu vas avoir cette façon de fonctionner en mode clan. Voilà, tu récupères ce petit clan. Donc, quand tu vas être dans une situation de prise de parole, pour te sentir bien, bah, si dans la salle, tu as tes collègues préférés qui sont là, bah, ça va t'aider, en fait, pour tout simplement te sentir à l'aise. À la limite, tu vas faire l'intervention un peu pour eux, ils vont rebondir, ils vont poser des questions. Donc, tu vas être dans ton cocon sécuritaire avec eux. Si tu es en mode tête à tête, ça va être très différent. Le tête à tête, lui, il fonctionne avec un. Donc, c'est pas le groupe, il est pas très à l'aise dans le groupe. Il va être plutôt à l'aise avec une seule personne à la fois. Donc, en Zoom, comme ce qu'on est en train de faire là, ça marche très bien. Un podcast, interview, ça marche très bien. Formation, ça peut le faire si on considère que le groupe, c'est le groupe et pas les gens. Donc, du coup, tu fais ton cours pour le groupe. Et là, ça peut encore marcher. Par contre, si tu commences à avoir tous les différents individus, non, là, le tête-à-tête, il va se décomposer. Donc, toi, ça va avoir un impact sur comment tu vas t'adresser à ton public. Là, si ça peut t'aider en tant que tête-à-tête, tu peux demander à une personne avec qui tu t'entends bien de participer. Et là, du coup, ça va te rassurer parce que tu as une personne sur qui tu peux t'appuyer, sur qui tu peux compter. Si tu n'as pas cette chance-là, parce que bah, quand tu es dans un contexte professionnel, hein, tu n'as pas forcément tes amis avec toi pour venir s'incruster à ta réunion de travail, hein, ça marche pas comme ça. Mais ce que tu peux faire, c'est porter ton attention sur une personne en particulier et ça va beaucoup t'aider. Tu as le sourire bienveillant de une personne avec qui tu vas créer un lien de connivence et du coup, ça va t'aider à prendre la parole pour exprimer ce que tu as à dire dans ta conférence ou ta réunion. Parce que tu crées ce lien privilégié avec une personne. Maintenant, si tu es social, là, c'est une autre façon de fonctionner. Si tu es social, toi, tu kiffes le monde, tu kiffes le groupe. Plus tu rencontres de nouvelles personnes, plus tu adores ça, plus tu es à l'aise avec ça. Donc, tu vas rechercher ce contact-là. Donc, du coup, les sociaux, eux, ils ont a priori aucun problème pour aller prendre la parole parce que plus ils en rencontrent, plus ils vont pouvoir mettre les gens en lien et ça, ils adorent. Du coup, dans leur façon de parler, c'est ah, attends, ça c'est intéressant. Lui, il fait du copywriting et puis bah, cette personne-là, elle est justement en train de refaire son site web. C'est super, il faut que je les mette en relation, tu vois, par exemple. Et on peut être tête à tête et social. Alors, ce qui est intéressant avec les sous-types, c'est que ça fonctionne en mode 70% l'un et 30% l'autre. Donc oui, tu peux être 70% tête à tête et 30% social. On n'est pas 100% en fait. En fait, on va être la majorité du temps un sous-type. Et pour te ressourcer, tu vas avoir besoin des 30% à côté pour justement passer à autre chose, te ressourcer. Ouais. Alors toi, je sais pas de quel sous-type tu es. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tu es même sur une chaîne YouTube à faire des vidéos. Ouais. Comment est-ce qu'on fait, toi qui as passé tant d'années enfermé dans ton laboratoire, à prendre la parole maintenant, à te montrer et à même à transmettre maintenant tes connaissances? C'est quoi le secret pour passer de l'ombre à la lumière et s'exposer aux autres? Ouais, c'est vrai que c'est très rigolo ça. Moi, je fais partie du monde de l'audio et je me suis mise à faire de la vidéo. C'est vrai que j'aurais pu choisir le podcast. Au moins, il y avait que l'audio, ça aurait été cohérent. En fait, quand on me le propose, je dis, oh non, c'est bon, l'audio, ça va. Moi, c'est plus challengeant pour moi d'aller sur la vidéo parce que justement, c'est nouveau et j'apprends des trucs. Comme je suis très curieuse, ça aide. Après, ça a été quand même un vrai challenge pour moi d'oser faire ma première vidéo. Mais je l'ai faite surtout parce que j'avais envie de retracer mon évolution dans le monde de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a passé sa certification pour devenir thérapeute, psychopraticien, ce que tu veux, enfin bref, quand tu as passé ta certif, comment tu fais concrètement pour les démarches administratives, pour ouvrir ton cabinet et devenir un véritable entrepreneur. Donc à la base, mes premières vidéos, enfin toute première s'appelle Bilan 2020 et c'est quand j'ai créé ma boîte, c'était en 2020.
j'explique tout ce parcours-là, comment on évolue là-dedans. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un souci de transmission. C'est-à-dire que pour moi, je trouve qu'on est quand même globalement très mal accompagné en France pour quand on s'installe, qu'on se met à son compte. Et je trouve ça tellement injuste de faire des erreurs administratives parce qu'on n'est pas au courant. Et du coup, moi, j'avais cette envie de, comme je trouve ça injuste, je documente pour que derrière moi, s'il y en a qui veulent suivre, j'ai un petit peu décortiqué le truc. Ça peut leur éviter de faire certaines boulettes ou gagner du temps. Euh, pour moi, ça, c'est essentiel. Finalement, c'est comme ce que j'ai fait dans mon ancien métier, hein. J'aurais livré une méthodologie et après, je débrouille. J'aurais donné la base. Là, c'est pareil. Je livre mes premières vidéos pour expliquer comment faire. Voilà, je montre le chemin, un chemin possible. Et après, derrière, vous avez des billes pour aller plus loin. Donc ça, c'était le moteur premier. Ça fait quand même maintenant 4 ans que tu es sur les réseaux, que tu as investi. Oui, alors j'ai fait ma première vidéo en 2020. De là à dire que j'étais vraiment sur les réseaux, j'y mettrais une petite nuance, hein. La première année, il y avait 3 vidéos. La deuxième année, il doit y en avoir peut-être 10. Enfin, vraiment, j'en ai pas mis beaucoup. En fait, le déclic pour moi, si tu veux, pour moi, je faisais la différence entre YouTube et les réseaux. Pour moi, je voyais YouTube plus comme une plateforme pédagogique où je pouvais transmettre euh, ce que j'avais appris sur l'entrepreneuriat pour justement aider d'autres personnes à franchir le cap et de le faire de façon un peu mieux accompagnée que ce qu'on peut avoir quand on se lance. Hein. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais quand tu te lances, surtout en tant que thérapeute par exemple, tu travailles avec un particulier. Or, d'un point de vue de la loi, tu as l'obligation légale d'avoir un médiateur de la consommation. À partir du moment où tu es entrepreneur et que tu travailles avec un particulier, tu dois avoir un médiateur de la consommation. J'en avais jamais entendu parler. Il m'a fallu quelques années avant de me rendre compte que c'était obligatoire. Si tu le fais pas, tu as une amende et tu peux aller en prison. Attends, toi, tu es juste auto-entrepreneur, on te donne pas cette information qui est vitale, alors que ça peut coûter au minimum genre 30 euros pour être couvert pendant 3 ans. C'est ridicule, c'est rien. Après, t'en as qui coûtent plus cher aussi. Mais je veux dire, pour avoir le service minimum pour être couvert, il faut juste avoir l'info, en fait, tu vois. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir tracer ça. Par contre, les réseaux, moi, j'ai jamais été vraiment fan. Surtout, comme tu dis, avec le métier que je faisais avant, on s'expose pas sur les réseaux. C'est pas quelque chose que, en fait, non, on le fait pas. Et du coup, moi, j'ai jamais aimé ça en plus. Parce que je suis pas sociale. J'ai pas le sous-type social. Donc moi, le réseau social, c'était vraiment pas mon truc, quoi. Donc j'y allais, je communiquais sporadiquement, comme ça, de temps en temps, mais voilà, j'étais pas vraiment dessus. Et il m'a fallu tout un gros travail sur moi pour accepter de me rendre visible sur les réseaux. En fait, c'est-à-dire, le vrai déclic, ça a été, OK, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des clients, j'ai besoin de me montrer, j'ai besoin que les gens sachent ce que je fais pour me trouver. Pour qu'on me trouve, il faut que je me montre, il faut que j'en parle. Je veux dire, là, c'est juste logique. On peut pas venir vers moi, on peut pas me trouver si personne sait ce que je fais. Donc, il faut que j'en parle. Et en parler, c'est bien, mais il faut que je sois visible. Parce que si tu en parles et que personne ne le voit, ça marche pas. Donc, du coup, OK, il faut accepter de se rendre visible. Oui, mais moi, j'ai pas envie. D'accord. Mais tu veux vraiment vivre en tant qu'entrepreneur? Oui. OK. Ça fait partie du job, alors. Bon, d'accord. Bon, je vais faire un effort. Je vais me faire violence. Je vais me forcer. Ouais, mais c'est pas facile, c'est inconfortable. Bah oui, mais en fait, c'est inconfortable pour tout le monde, en vrai. On est tous passés par là. Après, c'est juste une question de volonté. Tu veux t'en sortir? Oui ou non? C'est un choix. Non, je préfère me plaindre, je veux pas me montrer. Ok, tu choisis. Dans ces cas-là, faut pas venir te plaindre quand on te voit pas, que tu n'arrives pas à en vivre. Maintenant, c'est je veux vraiment pouvoir en vivre. Ok. Alors, dans ces cas-là, tu t'en donnes les moyens. J'aime pas qu'on me voit. Ok, on va travailler là-dessus. Et du coup, moi, personnellement, je peux t'assurer, il y a encore 2 ans de ça, en 2022, je disais, ah non, mais moi, les réseaux, pas possible, j'irai pas dessus. Ok, mais entre-temps, j'ai décidé d'être une vraie entrepreneur. Donc maintenant, j'y suis. Alors après, pour y aller, on peut y aller de manière progressive, hein. On n'est pas, c'est pas, on se montre du jour au lendemain. Moi, personnellement, pour faire passer la pilule, j'ai envie de dire, je me suis dit, OK, il faut le voir un petit peu comme un jeu. Je vais dire des choses sérieuses dessus, je le prends au sérieux, mais en même temps, je vais le dédramatiser. Et pour le dédramatiser, ce que je faisais, c'est que dans mes premières vidéos, je me déguisais. Tout simplement. En quoi est-ce que tu te déguisais? La première vidéo où j'ai vraiment fait une vidéo pour les réseaux, c'était, je me suis déguisée en chauve-souris. C'était au moment d'Halloween et je trouvais ça rigolo de faire une vidéo sur le thème d'Halloween et de qu'est-ce que les chauves-souris pouvaient nous apprendre pour devenir de meilleurs entrepreneurs.
Et du coup, la chauve-souris, elle a une ouïe qui est ultra fine. Elle marche avec de l'écholocation. Donc, du coup, comment tu vas être à l'écoute de ton marché en fonction de comment elle est à l'écoute de son environnement. En fait, c'est la même chose. Donc, j'avais fait des comparaisons comme ça. Je fais beaucoup d'analogies. Et je prends quelque chose de farfelu comme ça, comme les chauves-souris, mais en même temps, elles ont des vrais messages à nous transmettre sur comment appliquer ça dans notre quotidien d'entrepreneur. Donc, moi, je trouvais ça rigolo, ludique. Moi, j'ai toujours besoin que ce soit ludique. Et du coup, le déguisement, c'était encore la petite cerise sur les... Après, il y a des gens qui disaient, oh là là, moi, j'oserais jamais me mettre en déguisement comme ça. Je dis, bah, justement, je dédramatise, en fait, tu vois, c'est comment être en vidéo, dire des choses sérieuses, mais tout en dédramatisant. Et du coup, les premières, ouais, ça, tu vas avoir les chauves-souris m'ont tout appris sur mon business. Tu vas avoir mon chat m'a tout appris sur mon business. Tu vas avoir aussi, j'avais fait un truc sur les patates douces m'ont tout appris dans mon business. À ce moment-là, c'était au moment où j'étais en train de planter mes patates douces. Et effectivement, la façon qu'elles ont de faire des De germer, de faire des racines. ouais, voilà, c'est ça. Bah, il y avait des choses à apprendre sur comment toi tu fais pour développer ton business. Tout pareil. Et justement, quel est le message que toi tu souhaites faire passer, Par rapport à la visibilité, ou par rapport même à ton activité en général, ou par rapport à tes vidéos, enfin par rapport à tout ce que tu engages de toi au quotidien, quel est ton message? ouais. Moi, c'est surtout, c'est important de prendre sa place, de l'oser, de l'affirmer. Et pour ça, c'est important qu'on vous entende. Donc, il faut s'exprimer. Les gens autour de nous ne sont pas devins. Donc, c'est important de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a envie, sur comment on peut aider les gens, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Voilà, c'est important de s'exprimer. Et quelle est ta raison d'être? Ton why, ton pourquoi? Non, pourquoi? Ton pourquoi? Ouais, pour moi, c'est important de s'exprimer et de transmettre pour surtout les générations futures, en fait. Pour moi, c'est important de transmettre. Donc, la transmission est très importante. Et pour transmettre, bah, il faut être capable de le communiquer, mettre des mots dessus, de le rendre suffisamment, alors, je veux dire, intéressant et parlant, mais pour que ce soit intéressant et parlant, ça veut dire que c'est suffisamment proche de ce que vit la personne en face. Donc, ça veut dire que ça fait cet effort de bien connaître les problématiques des personnes qui t'entourent pour y répondre concrètement et pas juste en surface. Moi, j'aime bien rentrer en profondeur. Donc, de quoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin pour passer à l'étape supérieure? Comment je les aide à passer à l'action? Comment je les aide à aller plus loin? Comment tu fais pour entendre au-delà des mots ce qu'ils veulent vraiment dire mais qui n'ont pas exprimé? Parce que souvent, on reste en surface, soit parce qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qui nous bloque, soit parce qu'on n'ose pas vraiment l'affirmer. Donc, comment, à travers ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment, percevoir ce dont il a vraiment besoin et du coup, comment vraiment y répondre? Et c'est pas forcément dans les mots que disait la personne, c'est tout un ensemble. Comment percevoir au-delà des mots? Alors, comment est-ce qu'on perçoit au-delà des mots? Mais moi, On je fera un deuxième disais, épisode. comment on perçoit de la démo? Ouais, c'est vrai, ça pourrait mériter un épisode à part entière. Pour moi, c'est vraiment être porter de l'attention sur la personne, vraiment. Dans la vie au quotidien, on porte de l'intérêt sur les faits. C'est-à-dire que, ouais, pour mon voyage de noces, je suis partie en Italie. Ah, c'est super l'Italie. Moi, j'adore telle région en particulier et tout. Et du coup, là, t'es plus du tout en train de m'écouter. Moi, je t'ai dit, pour mon voyage de noces, je suis partie en Italie. Donc, si tu poses des questions sur seulement l'Italie ou le voyage de noces ou tout, t'es pas du tout en train de m'écouter. C'est juste, tu rebondis sur de l'intérêt, sur des faits. Si tu portes réellement de l'attention sur la personne, c'est ah, et c'était comment pour toi de passer ton voyage de noces en Italie? Comment tu l'as vécu? Et là, du coup, la conversation elle va être vachement plus intéressante parce que tu vas vraiment, tu portes vraiment ton attention sur la personne. Donc, du coup, elle va pouvoir vraiment exprimer autre chose au-delà du simple fait, je suis partie faire mon voyage de noces en Italie. Du coup, c'est comment apprendre à, voilà, elle me dit ça, d'accord, mais c'était comment derrière? Comment c'était pour toi de vivre cette expérience et pas ah ouais j'ai vécu un truc similaire ça me rappelle que d'ailleurs j'ai un conseil à te donner par rapport à ça. Bah oui mais tu m'écoutes pas là, t'es en train de ramener la conversation sur toi. Oui, c'est axé sur une dimension émotionnelle. Qu'est-ce que l'autre ressent? Toujours en fait c'est ça qui fait qu'on est vraiment humain, donc c'est se connecter à quelle est à ta part d'humanité, est-ce que et donner vraiment la parole à l'autre. Mais pour lui donner la parole il faut apprendre à lui poser des questions qui lui permettent vraiment d'y aller, pour qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour y aller aussi, tu vois. Et ça va se jouer, c'est très subtil, hein, mais ça va se jouer avec l'intonation, comme on a pu voir tout à l'heure avec les questions, si tu as posé une vraie question ou pas.
si tu sens qu'il y a l'ouverture ou pas pour répondre. Est-ce qu'il va y avoir l'accueil? L'accueil, c'est primordial. Est-ce que je vais vraiment être accueillie? Est-ce que je peux vraiment exprimer ça? Et puis, comment ça va être perçu? Si, quand je te présente un truc, je suis jugée, autant dire que je vais pas tellement m'ouvrir. Par contre, si je sens que je peux te dire tout et que derrière, il y a un accueil inconditionnel de tout ce que je vais pouvoir dire, ah là, oui, là, je vais pouvoir m'exprimer. On arrive à la dernière partie de l'interview. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Frédéric? Moi, j'ai envie de lui dire, t'es grande, vas-y, ose, exprime-toi, le monde a besoin de t'entendre. Alors, oui, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Quand tu dis t'es grande, ma question, elle est pas si anodine que ça, finalement, dans la petite Frédéric, parce que ça fait aussi référence, peut-être, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Oui, bah, en fait, ce qui est On n'en a drôle, pas du tout parlé, mais c'est un élément aussi à prendre en compte dans ton parcours. oui, en fait, quand tu me parles de la petite Frédéric, en fait, moi, je fais 1,50 m et j'ai toujours complexé par rapport à ma taille, parce que j'ai toujours été petite, la petite. Et je vois bien que très souvent, toute ma vie, on m'a souvent, comment dire, je sais pas si c'est de prime abord, on me prend pas forcément au sérieux, parce que quand on me voit de loin, je suis tellement petite qu'on pourrait penser que je suis la stagiaire ou voilà, quelque chose comme ça. Et après, c'est seulement quand je parle qu'on me prend vraiment au sérieux. Mais tout de suite, au premier regard, c'est pas tellement ça que j'inspire. J'ai des anecdotes comme ça un peu rigolotes où je me souviens quand j'avais 27 ou 29 ans, je ne sais plus. Je me suis fait un coup du lapin et du coup, j'ai eu besoin de partir en vacances. Je suis partie en vacances avec mon père. On a été en Espagne. Et à l'aéroport, l'hôtesse de l'air, elle était très gênée, mais elle dit, excusez-moi, je suis désolée de poser la question. Elle sentait que, voilà, qu'il y avait quelque chose, mais elle me dit, je me suis obligée de poser la question, mais grosso modo, un enfant mineur n'a pas le droit de quitter le territoire quand les parents sont divorcés. Et là, tu fais, OK, non, mais moi, j'ai juste presque 30 ans, quoi. Et donc, elle pense encore que je suis mineure. Donc, c'est vraiment, il y a un gros problème. Alors, je remets dans le contexte, hein, j'avais mon coup du lapin, j'étais vraiment très diminuée physiquement, mais quand même, ça m'a fait mal que on me prenne pour aussi jeune que ça. Ou alors, un autre exemple, quand j'étais en école de commerce, quand on fait son stage de fin d'année, bah, moi, j'ai fait mon stage et les gens étaient persuadés que j'étais la fille de ma maître de stage parce qu'ils savaient qu'elle avait un fils qui était en troisième. Moi, je faisais mon mémoire, j'étais en deuxième année d'école de commerce, quoi. Donc, du coup, tu dis, bah mince, quand est-ce qu'on va enfin me prendre au sérieux, quoi? Quand est-ce que je vais faire adulte, en fait? C'est pour ça, pour moi, c'est important de dire à la petite Frédéric, et c'est pas la taille qui compte. C'est vraiment, c'est ton message. C'est à quel point tu as envie de transmettre ton message au monde, à quel point tu as envie de changer le monde, enfin, d'apporter ta pierre à l'édifice, quoi. Donc, si tu en as vraiment envie, fais-le, donne-toi les moyens et donc exprime-toi. Je l'ai déjà dit, mais il y a quelque chose de l'ordre pour moi de l'autorité naturelle quand on te voit et quand on t'entend parler. Alors, je te connais pas physiquement, je n'avais pas du tout notion de ta taille et qu'importe. Mais je trouve qu'il y a une forme d'autorité naturelle et on en a parlé en aparté aussi par rapport à ton ancien travail dans ce milieu si particulier comme de la police scientifique où tu étais respecté pleinement dans ton activité, que tu n'étais pas du tout moqué sur ta taille. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en termes d'autorité, effectivement, d'avoir aussi confiance dans ce que tu es, dans ce que tu fais, et tu l'incarnes pleinement et ça rayonne et voilà. Et en fait, bah, tu es respecté dans qui tu es pleinement, quoi. C'est vrai que c'est rigolo, ça. C'est que finalement, cette histoire de taille, elle est uniquement dans ma tête. Mais dans mon ancien métier, effectivement, il y avait que des hommes. Bon, en tout cas, quand j'étais, il y avait que des hommes. Et des hommes, et en plus, bah, dans la police, ils sont très grands. Enfin, en tout cas, ceux de mon étage, ils étaient vraiment... La moyenne, c'était plutôt autour d'1,80 m, 90. Ils étaient très grands, très baraques, très sportifs. Moi, j'étais toute Waouh! venue, pas du tout sportive, tu vois. Donc, c'était vraiment un autre univers. Et c'est vrai que je suppose que ce qui joue dans cette, ce que tu vois, t'appelles autorité naturelle, c'est que moi, je suis vraiment une scientifique à la base. Et quand je dis quelque chose, c'est toujours argumenté. Je sais pourquoi je dis les choses et je sais pourquoi je fais les choses. Et du coup, quand je le disais, j'ai besoin de ci pour telle et telle raison, ça va apporter ça ou ça, ou j'ai besoin de tel élément parce qu'il y a ça et ça derrière, j'en ai besoin, tu vois, bah, j'obtenais toujours gain de cause parce que c'était toujours argumenté. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout avec les réseaux, il y a une espèce de déformation. Les gens, genre, enfin,
l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pour ne rien dire ou juste parce que on nous a dit qu'il fallait être le dernier à prendre la parole pour gagner. Oui, mais il s'agit pas de gagner pour gagner, il s'agit de dire des choses constructives. Moi, j'ai besoin que tout soit constructif. Et j'adore pouvoir co-créer, mais de manière constructive. Donc ça fait vraiment partie peut-être d'une de mes valeurs et il faut que ce soit constructif. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, je crois que tu as quand même pas mal fait le tour. On a abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Je t'ai invité à participer à mon podcast pour parler du nouveau monde. Ah oui, le nouveau monde. Qu'est-ce que c'est le nouveau monde pour toi, Frédéric? Alors, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on a abordé tout à l'heure avec la Mélodie sur cette façon de se connecter. Pour moi, je pense que le monde de demain, le monde d'aujourd'hui, en tout cas, là où on devrait aller, c'est vers plus de connexion à l'humain, plus d'humanité. Remettre l'humain au centre. Et pour ça, ça veut dire vraiment être capable d'entendre ce que dit l'autre en face de moi, de porter mon attention dessus, de lui rendre sa dimension humaine, pas juste l'intérêt, comme on a vu tout à l'heure sur les faits. Ah, t'as été en Italie? Non. C'est comment c'est pour toi. Du coup, c'est avoir des vrais échanges d'humain à humain. Surtout dans ce monde où il y a de plus en plus d'IA, où tout est... parce que techniquement, si on prend la prise de parole, aujourd'hui, avec une IA, tu peux demander à ce qu'on reproduise ta tête, ta voix. Tu peux lui écrire un texte, il va te sortir tout sans E, sans mot de liaison, rien du tout. Ça va sortir un truc parfait qui sera pas humain. Et du coup, si on est seulement abreuvé de ça, on perd notre humanité. On a besoin d'avoir des échanges où on réfléchit, où on a des hésitations, on finit pas nos phrases, où on se répète. Ça fait partie de nous, en tant qu'être humain, comment on intègre les notions, comment on se construit dans ce monde-là, comment on interagit les uns les autres. Et du coup, pour moi, c'est remettre plus d'humain, plus d'échanges humains. On l'a déjà évoqué tout le long de l'interview, mais comment est-ce que toi tu penses que tu apportes ta pierre à l'édifice à ce qu'il y ait un monde plus en humanité? Alors, c'est un peu ce qu'on a dit sur finalement être capable d'entendre au-delà des mots et être capable de s'exprimer, oser exprimer et prendre sa place. Et pour faire ça, c'est, quand je dis entendre au-delà des mots, c'est entendre au-delà de déjà soi-même, qu'est-ce que je dis moi, et que qu'est-ce que je dis et comment je veux me positionner et qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond, parce qu'il y a ce que je dis, ce que je montre, et puis il y a ce qu'on se cache à soi-même, ce qu'on veut pas dévoiler au monde. Ça, il y a ça aussi. Donc par rapport à soi-même, on n'est pas toujours très franc. Donc c'est oser être honnête avec soi-même et c'est oser être honnête avec les autres aussi. Oser aller à la rencontre de soi et à la rencontre de l'autre. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine l'interview sur le portrait chinois? Non, je pense qu'on a fait le tour. Tu connais le portrait chinois? Si tu étais, tu serais. Ouais. Si tu étais un livre. Un livre. Si j'étais un livre, ce serait un de mes livres préférés. Il s'appelle Beyond Silence. Alors, forcément, il est en anglais. J'ai vécu aux États-Unis. Je l'ai lu quand j'étais jeune. Mais c'est l'histoire d'un jeune garçon. Je crois que, oui, il vient de perdre son frère, quelque chose comme ça. Il y a eu un drame dans la famille et donc il se retrouve à devoir faire un voyage. C'est un Américain qui part en Écosse et il se retrouve dans des châteaux écossais pour aller retrouver ses racines. Donc il y a ce côté transgénérationnel qui, moi, me parle beaucoup. Et en fait, une fois sur place, il y a une espèce d'espace-temps. C'est-à-dire que c'est comme s'il était en contact avec la mémoire des lieux, de ce qui peut s'être passé avant. Et du coup, il va rentrer en communication avec une ancêtre, il va la sauver parce qu'il va entendre, en fait, il y a cette notion de voir au-delà de l'espace-temps. Et donc, il va dire, ah non, mais attends, là, il va y avoir l'arbre qui tombe. Et du coup, attention! Et du coup, bah, hop, à travers les âges, il va y avoir une lettre. Il a semblé voir une silhouette. Je veux remercier. Et donc, ça arrive, je sais pas, moi, 100 ans plus tard, il finit par avoir la lettre, un truc de fou. Mais il y a cette histoire ouais, d'espace-temps et de communication au-delà du temps. Ça, c'est vraiment là-dessus que moi, je me positionne aussi, donc ça m'a beaucoup parlé. Tu peux répéter le titre, s'il te plaît? Beyond Silence. Beyond, 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 derrière le silence. Si on tape le titre, on pourra trouver aussi le nom de l'auteur. Oui, alors c'est vrai que le nom d'auteur, lui, Bah, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Après, c'est vrai que dans mes livres préférés et que j'adore aussi, tu as A Wrinkle in Time. Je sais plus comment ça a été traduit, mais ça, c'est de Madeleine L'Engle. Et j'adore aussi parce que c'est une histoire. A Wrinkle in Time, ça parle d'un père qui a disparu. C'est un chercheur, il a disparu. C'est un astrophysicien.
Et tu as sa fille, je sais plus, elle doit avoir 14 ans, quelque chose comme ça, qui part sa recherche dans l'espace. Et donc, elle va être accompagnée d'être un petit peu ésotérique, on va dire. Mais l'idée, c'est d'arriver à voir au-delà des apparences. Donc, c'est voir au-delà de l'apparence. Je crois elle discute avec des centaures, tu vois. Ça n'existe pas. Mais du coup, c'est voir au-delà de l'apparence pour tu vois, c'est pas juste ah je connais pas, du coup il faut la battre. C'est souvent ça dans tous les films qu'on te montre hein, l'inconnu c'est le méchant et faut s'en méfier. Non là pas du tout. C'est comment ouvrir son cœur à l'inconnu, ouvrir son cœur pour faire avancer les choses, retrouver la connexion avec sa famille. Donc, ça c'est aussi des valeurs très fortes que j'aime beaucoup. A Wrinkle in Time. Tu peux juste m'épeler le titre plus lentement que je le noterai. A Wrinkle. A Wrinkle, c'est donc Wrinkle, Wrinkle in Time, dans D'accord. le temps. Oh, ok, Et Madeleine L'Engle, c'est Lengle. Madeleine, ok, j'adore, moi. d'accord. Entre-temps, ils les ont traduits, ils ont même fait des films. Mais j'aime bien cet espace, voilà, d'espace-temps et de connexion, bah, justement, on en parlait à l'humain, connexion du cœur. C'est grâce à l'amour qu'elle peut sauver sa famille, donc c'est chouette. Si tu étais un dicton ou un proverbe, Alors, j'ai pas de dicton ou de proverbe, mais j'ai une citation. oui, une citation, Citation, ça marche? ça marche. Si j'étais une citation, ma citation préférée, c'est celle de Robert Frost. Pareil, elle est encore en anglais, hein. Mais c'est vraiment deuxième langue maternelle, donc c'est très marrant. Ça dit Two roads diverged and I took the one less traveled by and that made all the difference. Donc si je te la traduis en français, c'est il y a deux chemins qui s'offraient à moi. J'ai pris celui qui était le moins emprunté et cela fit toute la différence. C'est deux chemins dans une forêt qui s'offraient à moi. Ouais. Et donc tu vas retrouver le poème, ça c'est un poème entier et ça s'appelle Two roads in the wood. Si tu étais un film, alors tu ne vas pas au cinéma, tu ne peux pas regarder la télévision, est-ce que tu as quand même une référence à nous partager? Moi j'ai une série. Oui, ou une série si tu veux. J'adore Stargate. La Porte des Étoiles. Non, C'est ça, oui, la c'est la porte Porte des des Étoiles, étoiles. Stargate. La porte des étoiles. J'aime beaucoup Stargate. Non, dans les films, il doit y en avoir aussi. Non, si j'étais un film, Pleasantville. Pleasantville, c'est encore un film anglais. C'est l'histoire de... C'est Tobey Maguire qui est dans le film. En fait, il est super fan d'une vieille série télévisée en noir et blanc. Et il se retrouve parachuté dans son programme télévisé. Donc tout est en noir et blanc. Il se retrouve dans le personnage principal avec sa sœur jumelle. Et au fur et à mesure qu'ils apportent un petit peu des nouveautés, au fur et à mesure que le monde s'éveille, il commence à devenir en couleur. Et donc j'aime beaucoup parce que d'un point de vue technique, tu as comment t'as une bande en noir et blanc et tu vas avoir de la couleur qui apparaît par endroits et du coup, d'un point de vue technique, c'est très intéressant. Et puis aussi, en fait, les couleurs apparaissent au fur et à mesure où les personnes acceptent d'accepter l'inconnu, d'accepter d'aller faire face à ce qui leur fait peur, pour aller à la rencontre d'eux-mêmes, en fait, de qui ils sont, de la vie, tout simplement. Donc, c'est un film que je trouve vraiment génial parce que Pleasantville, en fait, au départ, dans ce monde en noir et blanc, tout est toujours plaisant. Mais si tout est toujours connu et trop plaisant, finalement, tu t'ennuies, il n'y a pas de vie. C'est pas une vie, ça. Et du coup, la vraie vie, c'est fait d'inconnus, c'est fait d'essayer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de sortir de sa zone de confort. En fait, Pleasantville, ils sont toujours dans leur zone de confort. Et donc là, ils apprennent à sortir de leur zone de confort. Et au fur et à mesure qu'ils arrivent à se dépasser, et, bah, leur vie devient en couleur. Et si tu étais un super-héros Ah, si j'étais un ou une super super-héroïne? héros, pour le coup là, ce serait Samantha Carter de Stargate. Alors c'est pas le super héros comme on a l'habitude d'entendre, mais pour moi c'est quand même une super héroïne dans le sens où c'est vraiment, elle est toujours là en train de sauver le monde grâce à son ingéniosité, sa science, et puis en même temps sur le terrain elle est hyper badass. Donc et pour moi c'est une référence. Ok. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Là, je sais pas, mais si j'étais un dessert, je serais une île flottante. Ouais. Ouais. Parce que dans l'île flottante, il y a ce côté léger qui fait que tu peux aller vers les uns ou vers les autres. Tu peux répondre à l'appel de quelqu'un qui appelle, donc ton île, elle peut se déplacer. En même temps, donc elle est légère, elle est à l'écoute, elle peut se déplacer, elle est fluide, il y a du mouvement. Et en même temps, comme c'est une île, bah, c'est un peu comme une île au trésor, donc ça permet d'aller trouver à l'intérieur de soi des ressources pour justement aller se dépasser, se déplacer et se dépasser. Ouais, la richesse de l'île flottante.
Merci de ta participation et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Frédéric Van Rissel vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux et sur ton site. On mettra tous les liens dans la description. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.